Eh bien le bonsoir, messieurs, dames. Ah, on a attendu ce rendez-vous toute la semaine. Moi, je vous le dis, Millennium, c'est le format que je préfère. Et là, on reçoit quelqu'un d'exceptionnel. On reçoit monsieur Walid Benabès. Et je suis très content de te recevoir. Bonsoir à toi, Walid. Bonsoir, monsieur Papillon. Bon, alors, on a parlé un petit peu en off parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble, enfin même un petit peu plus que ça. Et j'expliquais un peu à Walid comment se préparer l'émission, le fil rouge qu'il allait avoir ce soir, histoire de pouvoir avoir quelque chose de bien fait. Alors, je vais vous redire ce que j'ai dit à Walid il y a à peu près 20 minutes. Le Millennium sur lui a été le plus dur à faire ever. Il m'a Ah, demandé... Vas-y, je t'en prie. on On est... essaie d'avoir une vie privée, quoi. et c'est réussi parce que... Alors, déjà, je vais commencer ce Millennium avec une stat effrayante. Il n'y a pas une seule deck profile de toi sur Internet. Tout à fait. Voilà. Il y en a pas une seule. La principale raison, c'est que j'ai souvent eu la flemme de tourner une vidéo, tout simplement. Mais j'ai demandé là récemment, normalement sur le Facebook de la OG Snow, on publie un peu plus régulièrement mes decklists quand je fais du résultat. Mais en fait, je trouve pas l'intérêt de publier la decklist si jamais je fais vraiment pas de résultat avec. Parce que là, je vois sur le chat qu'on attend toujours la DS chez Ibera. J'ai demandé à ce qu'on la publie, hein. Et sinon, je vous ferai une photo, je la mettrai sur Facebook, je sais pas, Mais pour que tout le monde la voie. après, faut qu'on rétablisse la vérité. Le CM, donc le community manager de la OG Snow, c'est Dylan. Et Dylan, Oui. il vient des îles. Du coup, chaque chose en son temps. Non, voilà. On va commencer cette Il fait ça émission. bien quand même. Ah, par contre, il fait ça bien. Mais après, c'est un vrai passionné, Dylan, pour le coup. Ouais, Oh, ouais, alors, c'est un plaisir de l'avoir. pour le coup, pour ceux qui connaissent pas Dylan, c'est quelqu'un qui a fait énormément de vlogs en 2018 et qui était très très investi sur la commu. Et je pense que Yugi est là où il est aujourd'hui, en partie grâce à son taf sur ce qu'il avait fait à cette époque-là. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Alors, ce soir, comment ça va se passer? Pour les habitués, vous connaissez, on va avoir un fil rouge qui va nous retracer la longue, très longue carrière de Walid, parce que là, on va repartir dans les antres de Yu-Gi-Oh! On a dû Ouais, retrouver let's des, go. on a dû retrouver des reports et des photos sur des sites obscurs, tels que Lotus Noir, OTK Esper, dans la database de Nadir. Et là, je peux vous dire que quand on doit en arriver là, c'est que les informations ne sont pas aussi fréquentes que ce qu'on aimerait avoir. Mais on a quand même réussi à avoir des petites choses sympas. Donc ce soir, comment ça va se profiler? On va suivre avec Walid toute l'histoire de sa carrière dans la compétition, puisque Walid est un joueur qui a fait plusieurs résultats, qui a une longévité dans le jeu, je pense, la plus grande actuelle en France, puisqu'il n'y a personne qui a une longévité aussi énervée que toi et qui a pas fait de pause, parce que t'as quasi jamais fait de pause, ou que des petites du moins. J'en avais fait une, mais elle est tombée en même temps que le Covid. Ouais, alors Du non. coup, du coup, En, ça a été une pause partagée entre Yuki et moi. en- en plus, il va falloir qu'on en parle de cette période Covid, parce que dans cette période Covid, il y a un truc fantastique que Konami a mis en place qui a été le remote. Et à Oui. cette période, il s'est passé plein de belles choses pour toi. Donc ça, on le découvrira un petit peu plus tard dans la soirée. Et donc du coup, mesdames et messieurs, on va lancer officiellement le Millennium avec Walid. Alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, Walid, le Millennium, qui commence souvent par un CV. Et donc du coup, on va rentrer gentiment dans ta carrière par une question simple. Ton nom, ton prénom, ton âge. Alors du coup, moi c'est Benabès Walid. J'ai 33 ans, 34 cette année. Et du coup, pour un Yu-Gi-Oh, je suis vraiment facile. Alors, tu vois, on va commencer cette émission sur une petite surprise de ma part, parce que je pensais que t'étais aussi vieux que Léo, tu vois. Et Léo est plus vieux que toi, pour le coup. Ouais, je crois que Léo, il a pas 1 an ou 2 ans de Il, plus que moi. il a 1 an de plus que toi. Ouais. Et Nafis, il a 1 an de moins. Il Voilà, a on se un an suit de sur moins que 3. toi. C'est exactement ça. Vous suivez tous les trois. T'as grandi où, Walid?
À Paris. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu à Paris, je sors même pas du périph', quoi. C'est, le vrai Parisien de base. Ouais, le Paris même. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, t'es rentré dans Yu-Gi-Oh! Par quelle voie? Mais comme beaucoup, je suis tombé sur le dessin animé. Ah, j'ai tout de suite accroché et mais j'ai pas joué, immédiatement. Je regardais un petit peu ce qui se faisait de loin. Je suivais beaucoup le dessin animé, je suivais un tout petit peu la scène compétitive, mais vraiment de loin. Et puis en 2010, j'ai vraiment essayé de rentrer, bah, du coup dans le jeu, en me rendant dans mon premier décès. Mais en plus de ça, toi qui a commencé à regarder l'animé quand c'est sorti, t'étais un peu plus vieux que nous, parce que moi, quand l'animé est sorti, typiquement, j'étais en primaire. Toi, tu devais être quoi? Fin collège, début lycée? Quelque chose comme ça? Non, 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 quand il est sorti, c'était fin primaire, début collège. Pour moi, c'était les années 2000. Ok. Mais, mais oui, oui, du coup, je me souviens totalement de me réveiller à 6 heures du matin pour regarder M6 Kid le samedi et et regarder les épisodes de Yu-Gi-Oh! Tu vois, ça répond à ma prochaine question, parce que la question qu'elle allait suivre, c'était t'étais plus Team M6 Kid ou Team Kanalji? Parce que pour le coup, c'était les deux supports sur lesquels on pouvait retrouver Yugi à l'époque. C'est ça. Voilà. Ah bah, j'aurais bien aimé, Canal J, mais j'avais pas les moyens, hein. Voilà. Parce que Kanalji, pour le coup, on a eu Yubel le dernier coup, qui nous disait qu'il était au point de se mettre le front sur un radiateur pour pouvoir regarder Yugi et pour pouvoir sécher les cours auprès de ses darons. Alors, Alors, petite anecdote, j'ai mytho une fois pour pouvoir regarder un épisode. mais c'est, mais J'étais c'est- Et à l'époque, en fait, j'avais cours en primaire le samedi matin, mais que, quelques samedis dans le mois et pas tous. Et du coup, c'était à moi de donner l'information à mes parents pour, leur dire quel samedi je devais aller à l'école ou pas. Il y a peut-être un samedi qui a été squeezé, quoi. mais à un moment donné, l'âme des cartes, ça reste quand même plus important que d'apprendre à faire des multiplications. On va pas se Ouais, ça mentir. c'est surfait les mathématiques. Bah ouais, non, mais enfin, ça aide pas énormément. Et aujourd'hui, le rapport que t'as au jeu, comment tu le définirais? C'est vraiment ma passion. Ouais. C'est, le mon hobby, ma petite fenêtre de sortie de ma vie, de mon quotidien. Je kiffe Yugi parce que c'est tellement autre chose que ma vie au quotidien que c'est prenant, c'est un cercle d'amis aussi, c'est ce qui est incroyable avec ce jeu et ce que j'adore beaucoup en plus parce que c'est totalement en relation avec l'animé et le manga, c'est que c'est de base une histoire sur l'amitié Mm. et ce jeu en fait te permet de te faire des amis, incroyables, de vivre des choses, incroyables avec des gens. Mais C'est ça qu'on kiffe Yugi. ouais, totalement. Mais est-ce que tu dirais que ton rapport au jeu, il a évolué avec les années? Parce que, comme tu le disais, toi, t'as commencé à jouer au compétitif à partir de 2010. Donc, mine de rien, Mmh. c'est déjà 15 ans en arrière. Euh, Ouais. tiens, petite culture enfin, petite question de culture Yu-Gi-Oh! Qui c'est qui a gagné le championnat de France en 2010? Oh oh la vache. Heu, Oh 2010, je me demande si c'était pas Terence. C'était Rens. Ouais, C'est lui avec X-Saber. avec X-Saver, ouais. Terence. Faut pas me demander toutes les années, hein, je les ai pas tous. Bon, tranquille. Tranquille. Terence, le fou du bus originel de l'époque. Lui avec. Merde, comment il s'appelait? J'ai perdu, mais. Terence, je l'ai rencontré il y a quelques années et c'est pareil. Ce mec est. Il mériterait d'être plus connu dans la commu parce que honnêtement. C'est Clador, avec Clador. Les deux là, Ah, que j'adore. les deux, ils sont exceptionnels. Bref. Et donc, du coup, est-ce que ton rapport à Yugi, au fur et à mesure des années, comme je le disais, il a évolué? Ou est-ce que aujourd'hui c'est effectivement ta passion, ton exutoire? Mais à l'époque, quand t'as commencé, euh, c'était aussi le cas? Ou c'était plus un hobby sur lequel tu t'es dit, bah vas-y, je vais devenir bon et voilà. Au tout début, c'était vraiment, simple curiosité parce que j'ai tout de suite accroché avec le dessin animé. J'ai toujours vraiment adoré, ce jeu, j'ai toujours suivi le manga et les animés Mhm. et je me suis juste dit: «Bah, tiens, je vais essayer pour voir». Et alors au début, ça a été très compliqué parce que les règles de Yugi quand même sont bien complexes comme il faut.
Donc ça a été dur de rentrer dedans, mais en fait, une fois dedans, je me suis éclaté. En fait, c'était j'ai bah, en pour faire un petit parallèle, j'aimais bien les jeux d'échecs, les jeux de réflexion quand j'étais gamin. Mhm. Et j'avais en primaire, j'avais joué dans un club d'échecs de mon école, enfin, voilà, pas mal de jeux de réflexion et en fait, Yu-Gi, c'est un super jeu de réflexion. Ouais, mais totalement. Puis en plus de ça, ça te fait travailler sur plusieurs aspects alors quelque chose qui est délaissé aujourd'hui, à savoir la lecture dans Yugi, qui est quelque chose Mmh. que les gens ont oublié, notamment sur l'effet principal des monstres illusions, à savoir qu'ils ne sont pas destructibles au combat. Euh, mais c'est vrai que ça fait travailler plusieurs aspects et que aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui ont tendance à rentrer dans Yu-Gi-Oh, contrairement à l'époque, se retrouvent face à une difficulté qui est folle parce que tu disais que le jeu était complexe, mais à l'époque où toi, t'as commencé à jouer, on était sur quelque chose qui était quand même beaucoup plus simple et abordable, même si t'as la complexité de savoir séquencer tes actions, puisque bah, aujourd'hui on le revoit avec le Edison, hein, le Edison ça reste pas un format de teuteux, hein, on va pas se mentir, mais toi qui as pu vivre on va dire cette évolution au fur et à mesure, est-ce que si aujourd'hui en 2025 tu devais commencer le jeu, qu'est-ce que tu te dirais vis-à-vis de ce jeu? Qui va vite, il va beaucoup trop vite. C'est le parallèle que je ferais avec les formats d'avant, en fait, où tu avais certes, tu as vu galérer à, découvrir les règles, mais comme les tours étaient beaucoup plus longs, les matchs étaient beaucoup plus longs, tu avais le temps d'apprendre. Hmm. Qu'aujourd'hui, en fait, si tu apprends pas très, très vite les règles, si tu pas déjà, on va dire, pas au top de la méta, mais au moins vraiment avec, de bonnes bases solides, ben, en fait, tu pas le temps de jouer. Au bout de 3 tours, tu te fais OTK. Et c'est vrai que aujourd'hui le jeu va extrêmement vite, donc on va ouvrir une petite capsule temporelle et on va revenir un petit peu dans le passé pour voir ton introduction au jeu, puisque t'as commencé le jeu sur les années 2010, tu viens de nous le dire, dans un DC qui aujourd'hui est un peu moins réputé que ses compères sur Paris, mais qui à l'époque était une institution, à savoir le Repère du Dragon, où t'as commencé tes premières années de jeu. Mmh. Petite anecdote que j'ai appris sur toi à ce moment-là, c'est que tu as rencontré un autre très grand joueur de la communauté française au moment où tu étais au lycée. Oui, tout à fait. J'ai rencontré Nephthys au lycée. On était au lycée ensemble et chose très, très amusante, c'est comme on avait 1 an d'écart, en fait, bah, on ne se fréquentait et se voyait absolument pas au lycée et du coup, on s'est vraiment rencontrés à UI. Et alors, moi, Deftis me disait que il était dans la classe des personnes qui étaient avec toi et qui avaient redoublé. Il m'a dit que tu étais son aîné, mais que malgré ça, lui, il avait commencé le jeu avant toi et qu'il resterait toujours ton aîné dans le jeu. Ce qui lui, l'a marqué. Et il m'a dit Qui est cette vrai. phrase. Il m'a dit cette phrase qui était folle. Il m'a fait ça a beau être mon aîné dans la vie, je l'ai vu débuter à Yugi, attendre désespérément la release de Fire King Yaksha, exclu au CG à l'époque. et, Totalement, et- totalement. Alors, Vas-y. pour être exact, quand on s'est rencontrés, au lycée, enfin moi du coup j'avais pas redoublé, c'est juste que j'étais à la fac, mais je passais beaucoup de temps, avec, des camarades qui faisaient un atelier de théâtre et du coup c'est même comme ça que j'ai commencé à voir Nephthys, du coup, parce que je revoyais des gens de sa génération à ce moment-là et du coup lui-même et oui, oui totalement. Par contre, quand je suis arrivé dans le jeu, bah, le gros newbie que j'étais et oui, oui, c'était totalement mon aîné. Et pour le Fire King, oh la vache, j'ai joué ça dès que c'était sorti. Et en fait, ça me rendait fou qu'au Japon, ils avaient un monstre qui aurait révolutionné la méta, révolutionné mon deck, et que nous on devait attendre et ils voulaient pas l'importer dans les corsets. Hein. Oh j'avais le seum. Je me faisais rouler dessus par des mermaids et des Fire Fist alors que si j'avais juste un petit Yaksha. La game était plus du tout la même. Alors, Ah mais pour, ceux- ça changeait totalement la méta de l'époque. pour ceux qui n'étaient pas forcément implantés dans le jeu à l'époque, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette méta Fire King? Puisque, bah, alors, on t'a vu l'année dernière énormément jouer Fire King, mais t'as commencé à jouer Fire King, toi, dès 2013, dès le premier deck de structure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette méta, un petit peu de comment le jeu il bougeait à l'époque, les contenders que t'avais dans la méta, et pourquoi cet import au CG il t'a manqué à cette époque?
pour faire tout le process, faut même repartir un peu avant quand j'ai commencé à jouer Flamvel. Parce que du coup, quand j'ai commencé à jouer le jeu, je jouais Flamvel avec Wrecking Link, Flamvel Firedog et Flamvel Magicien. Je l'ai joué très longtemps et en fait, il y avait pas de support qui sortait pour cet archétype. Et un jour, donc, ils ont sorti le deck de structure Fire King qui comprenait beaucoup de monstres feu avec 200 de défense. Alors, la particularité d'Explosion Infernale, la magie Wrecking Link, c'est qu'elle spé tous les monstres feu avec 200 de défense sans restriction d'archétype. C'est feu, 200 de défense, elle rebound tout. Du coup, ça matchait trop bien, donc j'étais trop content parce que j'avais enfin des monstres à rajouter dans mon deck Flamvel. Mais au final, c'est même plus devenu Fire King le main et Flamvel en bonus. Et quand le deck de structure est sorti, alors, petite anecdote, on n'avait pas de chance. Au niveau des prints des cartes, la magie principale du deck, qui était Assaut des Rois du Feu, et le Garunix, était courbé, mais c'était des Pringles, le machin. Du coup, c'était horrible à jouer parce que très souvent, elle se stackait. Mais du Et tu te coup, retrouvais très vite avec des triplettes de cartes. oui, parce qu'à l'époque, c'était déjà une brique, le gros Garunix, C'était déjà une brique. mais que t'étais Et on va en obligé de jouer. venir juste. Et justement, c'était pour ça le Yaksha. En fait, il n'y avait aucun moyen de le détruire. Et à un Ah, moment au Japon, ils ont sorti Fire King Yaksha, qui du coup, lorsque lui était détruit, permettait de détruire une carte qu'on contrôle ou dans sa main. Et enfin d'avoir accès à Garunix. Garunix en main, c'était une horreur. ok, je comprends l'importance que la carte devait avoir. Et pourquoi pourquoi t'as attendu ce Fire King pendant un petit moment. Ah oui, non mais t'étais obligé de faire des vieux combos. Alors je jouais à ce moment-là un Laval, j'ai plus son nom, mais un Laval qui permettait d'envoyer un feu de ta main pour infliger 500 de dégâts. En fait, ça te permettait d'avoir Garunix au cimetière, et ensuite avec Fire King, Fire Circle, tu pouvais le reborn, mais t'étais obligé de faire des trucs de bricolage, alors qu'au Japon, ils avaient juste un Yaksha, et dès qu'il est pété, tu pètes ton Garunix. Et quand la carte allait arriver, est-ce que la méta elle avait déjà trop switch et donc du coup elle est arrivée en Ouais. retard et le deck était déjà plus méta à ce moment-là? Ouais, le deck a jamais été réellement méta, du coup. Pour reprendre ta question, les contenders de l'époque, bah, il y avait Mermail qui dominait la méta, de loin, quand le deck est sorti. Derrière, on a eu le droit du coup à Fire Fist qui était. Si on voulait jouer du feu, c'était quand même carrément mieux que Fire King parce que le deck était beaucoup plus fourni, avait beaucoup plus de cartes. Notamment avec Tenki qui révolutionnait le jeu parce que c'était un renfort de l'armée beaucoup trop fort. Enfin, c'était un deck très contrôle Fire King, très très fort, qui avait tout pour lui. Donc Fire King au final n'a jamais été réellement méta, et quand Yaksha est sorti, même s'il a fait du bien au deck, la méta avait trop avancé, trop évolué. Ouais, puis alors si je dis pas de conneries, la magie dont tu parlais tout à l'heure, elle a été sur la banlist pendant un long moment aussi. Et donc du coup, peut-être qu'il y a eu la Elle a, perte. elle a été bonne un peu plus tard. Ok, Elle a été ban, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est vers un peu avant DUEA, donc ça doit être 2014, 2015, dans ces eaux-là, où ils ont, je ne sais pas pourquoi, viré la magie, alors que en fait, je sais qu'au Japon, il existait un FTK, mais ouais, il était pas stable du tout, quoi. C'était pas, mais c'était l'un des premiers effectivement gros combo deck qu'on pourrait comparer à de l'ère moderne, qui te faisait que tu jouais tout seul pendant 10 minutes et à la fin tu mettais que 2 shooting quasars, ce qui pour l'époque était absolument insane. Parce que même si c'était que 2 Omni Negate, c'est quand même 2 Omni Negate de trop. ouais, ouais, je vois, bah, surtout qu'à l'époque, les cartes étaient quand même limitées vis-à-vis de ce que tu pouvais faire. T'avais des grosses cartes qui avaient un impact. Typiquement, là, j'allais switch sur une photo de toi avec l'arrivée de tes premiers tops, puisque littéralement, cette année-là, quand Fire King a commencé à s'arrêter, derrière, il y a eu un autre amour qui est arrivé, un autre amour de deck que tu as eu, à savoir Tellar. Oui, Sur l'année 2014. Alors, voici une photo de Walid au effectivement. top. Vas-y. Oh la vache, j'avais plus de cheveux. Alors, ça, c'est une photo du WCQ Vernon en 2014. Euh, alors,
je vais te poser une question pour savoir la réponse, mais est-ce que tu te souviens de qui est en face de toi à ce moment-là? Pas du tout. Eh Je ben, m'en souviens absolument pas. eh ben, le monsieur que t'as en face de toi à ce moment-là, c'est monsieur Léo Giner. Ah, c'était Léo en face? Ouais, c'était Léo qui était en face de toi. Et Léo, Heu, il jouait Shadow à ce moment-là. ah bah, de toute façon, DUA, c'était la guerre, la lumière contre les ténèbres, hein. Et donc, du coup, là, c'est la première fois où je retrouve des traces de tes premiers tops en 2014. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à avoir un peu de bouteille dans le jeu, à commencer à aller chercher tes premiers tops? Puisque ça, c'est quelque chose qui va énormément revenir dans ta carrière de joueur. C'est que ça fait longtemps que tu es là. Tu arrives toujours à aller prendre des tops, mais il n'y a pas encore eu cette énorme transformation que les gens qui jouent encore de ta génération ont pu trouver. Et c'est un peu cette seconde place qui n'arrive pas à se débloquer, j'ai l'impression. Et il y a eu une période de ta vie où on l'a pratiquement touché du doigt, cette consécration, qu'on arrivera un petit peu plus tard dessus. Mais à cette époque-là, tes premiers tops, comment tu les ressens? Et qu'est-ce que tu te dis au niveau de toi et du jeu à ce moment-là? Alors mes tout premiers tops, ça remonte même un tout petit peu en arrière, j'en ai eu quelques-uns en review avec Flamvel et avec Fire King Ok. et en fait, mais c'est vrai que c'est passe vraiment de faire, X3, X4 à tous mes reviews, à me faire, détruire, à je commence à toucher du doigt les tops, donc ça fait plaisir parce que ça montre que je commence de mieux en mieux à maîtriser le jeu, surtout que j'avais vraiment pas les moyens de me payer des decks méta qui étaient vraiment beaucoup trop chers. Donc j'aimais bien mes petits decks que je gardais beaucoup dans le temps pour des raisons budgétaires et aussi parce que j'aimais les jouer, hein, mais, Hmm. mais du coup j'en profitais, c'est une pierre deux coups. Et non, le fait d'avoir des résultats de plus en plus réguliers, bah, forcément ça fait plaisir et ça donne même envie d'aller plus loin et ouais, de pérenniser dans le jeu. Et effectivement, alors je dirais pas que je manque de chance, c'est aussi du manque de temps, parce que Hmm. je peux pas m'investir autant que certains joueurs le peuvent ou le pouvaient. Du coup, sur des méta, enfin sur les méta, qui sont quand même éphémères, je manque de temps de jeu pour pouvoir, je pense, vraiment concrétiser un vrai bon résultat, une vraie bonne petite finale, un vrai truc que bien sûr j'aimerais atteindre, Hmm. mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais en plus de ça, à l'époque, il y a des groupes qui sont formés, qui sont sur Paris. On pense notamment au groupe de Vince avec la team Dragon Blanc. On pense à Neftis, Léo, Servietsky qui traînaient pas mal ensemble, si je dis pas de conneries. Ces groupes-là, Oui, oui, toi, tout à fait. tu en fais partie? Tu es dans ces cercles de train à l'époque? Non, non, pas tellement. C'est des amis, donc Hmm. on se voit, on se fréquente, mais ma principale source d'entraînement, c'est le DC, parce que malheureusement en semaine, j'ai pas forcément le temps. Là où il se faisait des petites soirées playtest, poker, malheureusement je pouvais pas forcément me libérer. Donc je dirais pas que j'y avais pas ma place, parce que si jamais j'avais voulu, j'y serais complètement allé, hein, complètement ouvert les bras, mais malheureusement, je manquais de temps pour pouvoir le faire. Ok. Et c'est vrai que, du coup, une fois que tu as commencé à toucher tes lards, là on retrouve des traces de top et des traces de beau top, puisque quelques années, enfin l'année d'après cette photo, en 2015, tu participes à un événement qui se produira que 2 fois en France, qui est un tournoi qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le LLDS, sur lequel tu vas te hisser jusqu'au stage 2, parce que pour expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas, le LLDS, c'était quelque chose qui se faisait en 2 étapes, donc un premier stage et un deuxième. Je vais te laisser nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas. Et tu as réussi à te hisser, encore une fois, jusqu'au top 8, où tu joues contre quelqu'un qui aujourd'hui ne joue plus du tout. Mm. Puisqu'il s'agit de Svetlan, qui créera quelques années plus tard le coin des barons. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ce LLDS? Alors le LLDS, effectivement, en fait,
pour expliquer aux gens, la période hivernale, ça a toujours été un peu une période creuse, à Yugi, puisque, juste avant l'été, tu as toujours les nationaux plus le CDE et en fait, il y avait un creux au niveau de l'hiver et ils ont toujours essayé de combler un petit peu ce vide en créant des tournois. Donc on a eu le droit au LLDS, on a eu le droit au Metropolitan Master et c'était surtout pour combler la disparition du Pharaoh Tour, bien des années avant. Et du coup, le LDS, on y a eu le droit 2 ans de suite. Et effectivement, c'était du coup un premier stage où il fallait se qualifier pour une finale entre tous ceux qui avaient réussi à se qualifier. Il y avait des tournois qui s'organisaient un peu partout en France. Et après, il y avait une finale qui était désignée dans une ville entre les joueurs qui étaient qualifiés. Et si je dis pas de bêtises, celui-là, je crois qu'il était à Epita. Celui-là, il est Epita. Mais j'avais même fait l'autre qui était à Lyon, mais une offrir. T'as eu une free round? Non, 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 j'ai même fait le LLDS stage 2 à Lyon, celui D'accord. qui s'était passé à Lyon, mais je m'étais fait ouvrir en deux rapidement, très très Ok. vite sorti du tournoi. Et là, effectivement, c'était. Alors, je sais plus si c'était top 8 ou top 4. C'était top 8 apparemment, Ça, de c'est ce que je me dis. ouais, ça, c'est le top 8. Ouais, et du coup, je perds contre Osvet qui remportera le LLDS. Ouais, et qui jouait Shadow à l'époque. Et Ouais, donc, du coup, contre mon bon vieux Tellar. c'est ça. C'est exactement ça. Alors, pour compléter un petit peu l'explication, le truc qui était vraiment très cool aussi avec le LLDS, c'était que le gagnant repartait avec une prize card, si je dis pas de conneries. Oula, alors je t'avoue qu'à ce niveau-là, mes souvenirs sont trop flous. Je sais que tu avais des playmats exclusifs, Ouais, et c'était Norden, celui de stage l'époque. 2. Ouais, t'avais Norden sur celui-là, t'as eu le Hidden City sur City sur l'autre. l'autre, c'est ça. Et par contre, oui, non, tu devais repartir. C'est possible que tu repartais avec un exemplaire en super de la presse Ouais. carte de l'année. Et pour moi, Zvet, il avait gagné Minerva. Il avait gagné Minerva avec le petit trophée qu'elle a avec. Et est-ce que tu sais qui c'est qui a gagné le deuxième? Mais je me demande si c'était pas Guillaume qui l'avait gagné. C'était Guillaume qui l'avait gagné. Ouais, Guillaume c'est fait bien Guillaume partie qui des l'avait gagné. gens qui ont Pour gagné un gagner le tournoi qui LDS. n'existe plus. Voilà. Et je trouve C'est ça ça. sexy. Je trouve ça vraiment très, très, très sexy en vrai. J'aurais dû le gagner. Et donc, du coup, cette période de Tellar, elle va te suivre un moment parce que ça fait déjà un an que tu joues le deck. Tu continues à emmagasiner les tops sur cette période. Alors, comme j'expliquais à Walid tout à l'heure, le truc avec Yu-Gi-Oh, c'est qu'il y a un avant et un après les influenceurs. C'est-à-dire que toute la période entre 2010 et 2017, trouver des informations, c'était très très compliqué. Donc, je vous avoue, là, c'est un peu rushé. On va un peu très 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 vite. Mais, pas de panique, ce qui va se passer après, ça va être très très sympa. Surtout la période du Covid où je veux absolument qu'on en parle, puisque à cette période-là, tu terrorisais les gens. Ouais, c'était bien. Alors, Sache-le. Et donc, du alors, coup, j'ai un petit invité surprise qui, va- qui m'attend juste devant. ok, je vais reprendre le lead sur l'émission. Je vais te laisser aller Ouais. ouvrir. Et moi, on va parler un peu ensemble, vous et moi, chat. J'arrive tout de suite. Prends ton temps, t'inquiète pas, prends ton temps. Donc oui, comme j'expliquais, chat, j'ai un peu galéré à trouver les informations sur Walid, puisque les informations qu'il y a entre 2010 et 2017 étaient quasi introuvables. Honnêtement, étaient quasi introuvables. Donc, avant l'émission, j'ai un peu triché, pour une fois. C'est qu'on a checké avec Walid les quelques informations que je pouvais avoir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conneries de dites sur cette émission. Walid m'a prévenu qu'il y allait avoir un moment où il allait devoir s'absenter. Donc, vous et moi, on va voir un petit truc ensemble. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Benabès qu'on lui posera en fin d'émission? Le vainqueur du stage 2 repart avec la carte Ascension Sky Dragon, une carte que l'on peut uniquement gagner en YCS. Le top 8 repart avec un playmat exclusif Elder City Norden. Ok, autant pour moi, c'est un Sky Dragon du coup. J'étais quasi sûr que c'était une Minerva, tu vois. Pour quand le voyage en Turquie. Ah ouais, vous êtes des bâtards. Après, je m'étonne, mais. Mais bon, on a le chat qu'on mérite, hein. À un moment donné. C'est catastrophique, les refs. C'est quoi la question que vous voulez poser à Walid, c'est pour quand le voyage en Turquie? Vous êtes des chiens.
Sachez-le. Sachez-le. Non, mais il y a eu du coup des tournois type le LLDS et le Pharaoh Tour, comme expliquait Walid, qui aujourd'hui malheureusement n'existent plus. Et c'était des tournois qui étaient faits pendant les périodes creuses pour occuper les joueurs, pour pas les désintéresser du jeu. Et quelques années plus tard, du coup, le LDS, ça sera remplacé par les events en boutique où il y a les enveloppes des Worlds à gagner. Pour ceux qui ne savent pas. Moi, je veux savoir ce que tu veux dire exactement par il terroriser les gens pendant le Covid. Eh ben, t'inquiète pas, on va en parler parce que on va rapidement arriver dessus là, puisque j'ai un énorme trou dans le Millennium entre 2015 et 2020. Je n'ai aucune info. Mais quand je vous dis aucune, c'est un truc de fou. Et c'est pas à défaut d'avoir DM des gens, parce que alors pour ceux qui ne le savent pas, Millennium, comment ça fonctionne, c'est que une fois que moi j'ai ma trame et que j'ai réussi à récupérer des informations, je vais DM les gens pour avoir des anecdotes en plus, pour pouvoir avoir un peu des chocs mentaux. Ce que vous verrez un petit peu plus tard dans l'émission avec Walid, puisque il y a des anecdotes qui sont quand même très sexy que j'ai réussi à avoir. Et donc du coup, là j'ai dû travailler différemment, c'est-à-dire que pour écrire le Millennium, c'était les gens qui me fournissaient les informations sur lui. Et je vous avoue, c'est très frustrant de travailler comme ça parce qu'il y a plein de manquements à certains instants. Mais bon, on fait avec. Oh putain, va falloir que je le mute. Je le mute le temps qu'il arrive parce que sinon vous allez entendre des choses peut-être qu'il a pas envie d'entendre. Et donc du coup, effectivement, il y a eu... j'ai perdu le fil. Oui, du coup, Millennium. Millennium, hop, je le démute. C'est bon, t'es démute. Parce que moi, j'avais vu des retours caméra là avec des gens cachés derrière toi. Et oui, et tout le monde veut dire bonsoir à Vince. Hop. Ah. Et il est flou, voilà. Non, mais Walid qui héberge Vince vis-à-vis de son cast de demain au WSQ UJ. Voilà, Alors, n'hésitez pas à regarder sa chaîne demain. oui, alors il nous l'a répété, re-répété, il a un bingo, il a prévu des choses, ça risque d'être très 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 sexy. Il y a un petit bingo pour demain. Évidemment. Mathieu Bricard, en voyant envoyer. Vince, Je vais a envoyer un dit papier. « Oh, un random ». Bref. Bon, du coup, le chat aura des questions à te poser en fin de live. Il y a des petites questions sympas. La première question qu'ils ont envie de te poser, c'est à quand le voyage en Turquie. Je leur ai dit que c'était des fils de pute. Donc, ça, c'est réglé. J'ai pas les moyens de me payer Ryzil et ça veut m'envoyer en Turquie. C'est terrible. Donc, alors, là, on va faire une petite entorse à ce que je fais d'habitude dans Millennium, c'est-à-dire que d'habitude, j'ai un fil rouge qui va de A à Z au niveau de l'invité. Sauf que, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai un énorme trou entre 2015 et 2020. Je n'ai rien trouvé sur toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, s'il te plaît? Alors, j'ai joué du coup de Fatellar jusqu'à la sortie des Zodiacs. Ok. Où, je sais plus, alors c'était à l'occasion de quel tournoi, mais je me suis fait soulever de manière assez violente par un zoo. Alors que je jouais du coup Tellar, full trap, enfin je vais rentrer des trucs. C'était un deck très contrôle et j'avais rentré que des trucs pour essayer de me débarrasser des Zodiacs. Et malgré ça, je me suis fait ouvrir en deux. Après, Du coup, il a fallu que je change de deck. Et peu de temps après la sortie des zoo, en 2017, dans l'extension Les Exécuteurs Fusion, il y a le petit Alistair qui est sorti. un monstre qui va te suivre pendant quelques années après. Un monstre qui va me suivre durant toute cette période. J'aimais trop mon normal summon Alistair. Alors, en plus, ce normal summon Alistair, donc il va te suivre pendant très longtemps, puisque là, je vais pouvoir attraper la data. Puisque, bon, vous êtes au courant, en 2020, il se passe un truc merveilleux qu'on appelle le Covid. Et donc là, on se retrouve tous bloqués chez nous, avec nos petites cartes à pas pouvoir jouer. Et là, Konami a décidé de créer un format dans lequel le monsieur qui est avec moi ce soir a décidé de tuer des gens. Mais quand je vous dis il a décidé de tuer des gens, c'est que il n'aura pas été de main morte dessus,
puisque Monsieur Benabès va participer à un truc magnifique qu'on appelle le Remote Invitational. À quelques extravaganzas, à quelques YCS en remote, sur lequel tu vas jouer un deck que tu joueras même post-Covid, avec lequel tu vas gagner encore des tournois, qui est Invoked, Shadow, full rareté. Avec des petits Dogmatica. Avec des. Et donc, du coup, sur cette période où tu joues en remote, tu vas avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le plus gros top que t'aies fait? Un top? Bah, avec le deck carrément, puisque j'ai à la fois. Alors, c'était pas avec Invoke Dogmatica Shadow, c'était avec Invoke Mech Knight, j'avais un tap YCS, Ok. et avec Invoke Dogmatica Shadow, du coup, le remote duel jusqu'à l'invitationnel, où je suis Jusqu'à là, passé à ça d'une price card. t'es vraiment pas passé loin parce qu'en plus, il y a eu des très belles personnes qui étaient présentes sur cet invitationnel, puisqu'en top 16, tu vas affronter Vincenzo Rofino, qui gagnera un YCS Mm, quelques années plus tard. tout Ou à fait, sur un petit misplay de sa part. exactement, ou alors tout ça, tout est sur YouTube pour le coup. Ça, vous pouvez le retrouver. Et derrière, tu vas affronter Monsieur Herman Hanson. Ouais. Ou Et je vas-y, perds la game 1 sur un misplay de ma part. tu perds la game sur un misplay et Ouais. Oh, c'est terrible. et la game 2, elle est assez triste pour le coup, puisque Ouais. bah, je vais te laisser raconter. Ça va être plus simple parce que c'est quand même toi qui l'as vécu à ce moment-là. Bah, la game 1, vraiment, j'arrive, enfin, je maîtrise le match et je vois le play pour gagner. Et je me fais toute la liste de cartes que je dois activer dans l'ordre dans ma tête. Et je sais pas pourquoi je commence par par Nadir, que je devais pas faire en premier. Parce que du coup, j'étais lock extra. Donc là, je perds ma game 1 là-dessus. Et la game 2, j'ai eu une main tristounette avec quasiment que des Alistair en main. Et du coup, je fais un petit Mekaba pass à toi contre Tribri, c'est vraiment pas suffisant. Et ce match se termine sur toi qui révèle 3 Lester de ta main. Ouais, et j'avais eu que ça. C'est les aléas du deck, c'est les aléas du jeu, mais du coup, c'est vraiment dommage d'avoir perdu cette game 1, que du coup, la game 2 m'est fatale. Hmm. Et, et tu l'as toujours le petit chibi qu'ils avaient fait à l'époque, puisque bon, j'ai pas réussi à le retrouver. J'aurais bien aimé retrouver la petite tête qu'ils t'avaient envoyée en Ah chibi ouais. que beaucoup de gens derrière ont réutilisé comme photo de profil d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah, je trouve qu'en plus, ils avaient bien fait ma calvas dessus, c'était magnifique. Et donc, du coup, toi, comment tu l'as vécu cette période de remote duel? Parce que à l'annonce du remote, même avec les. Avant que tu fasses ces résultats, la communauté avait été. Enfin, avait accueilli la chose quand même à demi-teinte. C'est-à-dire que tu avais une grosse partie qui disait c'est n'importe quoi, va y avoir de la triche dans tous les sens. Et effectivement, il y a eu de la triche dans tous les sens avec ce format. Mais les gens étaient heureux de pouvoir rejouer. Toi, comment tu l'as vécu au moment où ils ont annoncé le remote? Ah bah exactement comme ça, les partager. Très content de pouvoir jouer à la maison et de pouvoir continuer à jouer. Mhm. Mais le problème, c'était sûr qu'il y avait des gens qui allaient tricher et ça va pas manquer. D'ailleurs, il y a 2 matchs dont maintenant je sais que je les perds contre quelqu'un que je ne citerai pas, mais parce qu'on sait qu'il a triché. Et du Ok. coup, ça me coûte un remote invitational et le top en YCS remote. Ok. Ah oui. Ah oui. Ouais, oui, oui. Bah, bizarrement, quand on peut avoir toutes les entrappes qu'on veut à côté de son deck, c'est beaucoup plus simple. Ouais, ça rend le jeu un peu plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont explosé pendant cette période de remort. Et on a appris quelques années après que ces joueurs trichaient, notamment pour un joueur en France qui avait fait un très bon résultat en YCS, qui avait jamais retouché son deck depuis le remote, et qui avait montré un. C'était pas un playset, il jouait ses starters x4. Et c'était C'était passé. c'était pas son starter, c'était comment il s'appelle? Je sais plus c'était quel cancre là qu'il avait x4. C'était un cancre là. Pour moi, c'était un Madolch qui l'avait x4.
Non, non, c'était un C'était contrat contact... là, C'était contacté du coup. ça devait être contacté et Hmm. en fait, effectivement, on en voit un qui était, c'était un qui était banni ou je sais plus quoi, enfin, en tout cas qui était devant la caméra et pendant qu'il cherche dans son deck, on en voit 3. Voilà. Nos Français ont du talent, hein. C'est ça. Et donc, du coup, sur cette période de remote, tu vas faire quand même des beaux tops, des beaux résultats. Euh, et derrière, le Covid cesse. Et donc, du coup, on peut rejouer en physique. Et là, à partir de ce moment-là, malheureusement, il n'y a pas d'événement officiel. Mais t'as cassé la gueule à beaucoup de gens sur des événements non officiels, notamment sur l'Omega Store Series, où tu gagnes le cinquième, si je dis pas de Mmh. conneries. Oh, j'ai plus le numéro, mais oui. Tu vas faire des tops aussi sur le tournoi de la BCP, le premier BCP Cup à Nantes, Ouais, où je perds en finale contre Amouche. c'est ça. Et à partir de là, ça déroule. Et la méta switch un petit peu plus tard. Et là, on retombe sur une période un petit peu de creux. Mais comme tu me disais, à cette période, tu commences à te déplacer un petit peu partout, avec des déplacements à l'étranger. Ouais, parce que le Covid et le remote, c'était, marrant 5 minutes, mais méga frustrant, quoi. De pas pouvoir bouger, de pas pouvoir, bah, ce que je te disais, un peu plus tôt, au cours de l'entretien, c'était enfin, ce qui est génial avec Yugi, c'est le fait de se faire des potes, de vivre des choses, de vivre des événements et bah, de voyager ensemble. Mm. Donc, j'avais déjà voyagé pas un peu partout en France avec pas mal de monde et là, franchement, j'avais envie de même d'aller plus loin et du coup, avec Jamal, Lohan et les copains, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis pour vivre des événements Yu-Gi-Oh! Là-bas. J'ai adoré, depuis j'y retourne dès que je peux. Et là, il va naître une légende. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans les anecdotes assez sympas que je vais avoir pour toi avec le Oh travail mon Dieu. qui a été fourni. Puisque, bah, quand tu vas aux États-Unis, t'as un peu une bénédiction, puisque tu joues que contre des gros joueurs. Apparemment, tu tombes tout le temps sur des gros joueurs. Là, on a notamment une photo de toi où tu joues contre Urena. Et Ah oui, Rena, on s'est voilà. affronté 2 fois. Et donc ça, c'est la chose qui revient quand on me parle de toi aux États-Unis, où tu as cette expérience, enfin, tu as cette chance de tomber contre des bons joueurs. Comment tu, euh, comment tu le vis quand tu tombes sur eux les premières fois, puisque bon, bah, ils sont totalement de l'autre bout de l'océan. Est-ce que tu les vois comme des adversaires classiques? Est-ce que ça te fait kiffer de pouvoir jouer contre ce genre de profil? Bah, c'est sûr que tu peux pas les prendre comme tout le monde. Tu sais d'avance que tu peux pas tenter de faire des moves en espérant qu'ils tombent dans des pièges un peu grossiers, qu'ils oublient certains effets. Heu, Ça malheureusement, ça marche pas avec eux. Donc non, mais par contre après, par contre ce joueur, c'est vrai que c'est un plaisir de jouer avec parce qu'il joue bien. Il joue bien et du coup des fois quand tu te fais fracasse, au moins tu sais que c'est mérité. Pas comme quand tu as quelqu'un qui fait 14 misplays et qui te fout quand même une grosse défaite dans la gueule, hein. Mais sur ces déplacements en Ah plus que monsieur Couch. sur ces déplacements que tu as eu à l'étranger, en plus, tu as eu des résultats puisque tu as eu un top à Pasadena, si je dis pas de conneries, sur le. Mmh, Oh. non, malheureusement, je n'ai jamais eu de top là-bas. Aux US, il y a eu quelques fois où j'ai bubble. Oh. Donc, le top que je pensais à Pasadena, c'est celui où tu pars avec Neftis et où Neftis top, et c'était un top 32. Et pour moi, vous étiez passés tous les deux. Non, 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 malheureusement, moi non. J'ai mal fait mon taf. Ah, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et donc, J'aimerais bien, hein, j'aurais bien aimé, mais malheureusement. malheureusement, ça se sera pas passé comme ça. Mais du coup, sur ces déplacements où t'es avec tes potes, euh, on m'a expliqué que, alors premièrement, tous les gens à qui j'ai pu demander des anecdotes sur Walid ont eu la même réaction, à savoir Walid, c'est un homme en or. C'est quelqu'un qui, humainement, est exceptionnel. Euh, et il y a eu des anecdotes qui ont été drop.
Notamment que Déjà, je veux tu... dire merci pour cette première phase parce que c'est très sympa, parce que les anecdotes, ça me fait peur. Ah, les anecdotes, ça va bien se passer. Mais moi, on m'a parlé d'une tenue fétiche quand t'es aux États-Unis. Euh, Notamment un short, apparemment, qui met tes formes en valeur. Que, que tu utilises très régulièrement. Est-ce que... Alors, c'est pas une tenue fétiche, déjà, voilà. C'est juste qu'on est à Los Angeles, il fait 20 degrés. Oui, je mets un petit short. Et après, il y en a certains, ils sont fans de mon boule dans ce short. J'y peux rien, moi. Moi, on m'a dit que ça faisait tomber toutes les américaines. C'est le message qui va Ouais, avec, tu bon, vois. ça fait plus tomber mes camarades de voyage, que je ne citerai pas. Ouais, mais en plus de ça, vous faites énormément de tourisme avec tes camarades de voyage, puisque bon, et tu sais quoi, je suis pas quelqu'un qui garde ses sources. La personne qui m'a dit que t'avais un beau short est avec toi sur cette photo, euh, puisque Ah, c'est mon fan numéro 1 de short. puisque le jeu, et c'est pour ça que je voulais surtout t'avoir dans cette émission, c'est comme tu le disais, le jeu c'est une expérience humaine qui est assez folle. Et quand j'entends les gens parler de toutes les histoires qu'ils ont pu avoir avec toi, je, je voulais que tu puisses expliquer aux gens un peu les souvenirs que ça laisse, les moments de folie qu'un jeu de cartes que, à l'époque, on avait un peu honte de jouer quand on était au collège, lycée, aujourd'hui crée des expériences humaines aussi folles. Comment toi comment aujourd'hui tu vis tous ces souvenirs, tout ce qui a été lié au jeu et comment tu les vis même encore aujourd'hui, puisque il, il y a des il y a des choses qu'on va raconter, notamment sur un trajet Calais-Mulhouse un petit peu plus tard, mais, mais ça, on va pas le spoiler tout de suite. Comment tu vis toutes ces émotions, toi? Heu, Bah, quand tu y penses, c'est assez incroyable. Je me souviendrai toujours d'une phrase de Ryan Jabri. On était partis au YCS Cancun au Mexique, entre potes, avec Neftis, Ryan, Bafo, Lims. Enfin, c'est un voyage de fou. On avait loué une villa, je me souviens de la phrase de Ryan sur un moment où on fait du tourisme. Juste après le YCS, on est sur un bateau, on profite à mort. Et Ryan qui nous dit: «Si c'était pas pour Yu-Gi-Oh! On serait pas là». C'est vrai. Et ouais, et c'est que des souvenirs de fou. C'est que des souvenirs, des moments de dingue. Parce que, en plus, tu pars avec une équipe qui est régulière, mine de rien, maintenant aux États-Unis, puisque le groupe, il y a quelques personnes qui changent, mais aujourd'hui, c'est tout le temps Lohan, c'est tout le temps Jamal, c'est Ryan. Vous avez soudé une vraie amitié sur, sur ces voyages, vacances, expériences, tournois. Euh, et il y a notamment Monsieur Lacorne qui m'a raconté que après un tournoi où ça s'était relativement mal passé, histoire de libérer un petit peu la pression, vous avez été dans un sauna, un même piscine. Euh, Ah ouais. et il s'est passé enfin, il s'est passé quelque chose. Est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, attends que je me remémore tout, parce qu'il y avait le moment où on regardait, le tournoi dans une piscine, ça c'était génial, c'était au YCS Milan d'ailleurs, l'hôtel était formidable. Et Apparemment, dans le sauna. il y avait des personnes qui étaient pas très habillées. Et t'as Ah dit à oui, la... oui, dans le sauna, il y avait des gens très, très à l'aise, d'un certain âge, bien avancés et très, très à l'aise. Voilà, très, 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 très bien. Et donc, du coup, tu aurais dit, on bouge pas tant qu'ils sont pas sortis. Et vous avez cramé un peu dans le sauna. De fou, ils rajoutaient même de la vapeur pour que ça aille plus vite. Les gars, on était en train de suer comme des fous. Moi, j'en remettais une dose pour qu'on soit plus que 2. On avait peur de bouger là-bas, c'est Ah, tu sentais que les gars, ils étaient habitués. Et, ah bah ouais. et c'est là que c'est assez fou, puisque sur tous ces voyages, bah, vous vivez des expériences. Alors, on m'a dit que t'avais un amour pour la bouffe. et, J'ai une relation passionnelle avec la nourriture. et, et donc, du coup, enfin, toujours pour citer Monsieur Lacorne, euh,
vous avez eu un voyage qui s'est passé où vous étiez aux États-Unis, vous avez dû prendre un avion pour aller à Toronto et que de cet avion pour aller à Toronto, vous deviez reprendre un avion pour aller à Paris, mais que malheureusement il y a eu un petit souci. Et donc du coup, vous avez dû partir à Londres, puis reprendre un avion pour faire Londres-Paris derrière. Ouais, l'enfer. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans l'avion Londres-Paris? Dans l'avion Londres-Paris. Alors, je me souviens, si je dis pas de pas. Alors, on ratait notre avion de base, notre correspondance au Canada, parce que notre premier avion était en retard. Ils avaient dit qu'ils avaient prévenu au sol, mais en fait pas du tout, donc l'autre s'était barré. Je m'étais énervé de fou. Après, on nous a fait du coup sur l'autre avion en direction de Londres. Ah, je sais plus. Alors, je sais qu'il y avait un des stewards sur l'avion de Paris, je sais pas pourquoi, il voulait pas laisser passer la corde. Alors, on n'est pas sur ça. Euh, Si je peux Ah, t'aider, si je peux te donner un indice, après avoir passé quand même moult temps à parler anglais pendant ces quelques semaines de voyage, pendant ces quelques jours de voyage, euh, dans cet avion qui faisait Londres-Paris, t'aurais oublié que des gens pouvaient parler français. Et t'as lâché une dinguerie, et l'hôtesse de l'air t'aurait peut-être dévisagé. c'est possible, mais alors je me souviens plus ce que j'ai dit. Ok, alors là on va rentrer dans un moment poésie. Au moment où t'es rentré dans l'avion, t'as regardé la corne et t'as dit la vie de ma mère, je vais détruire leurs chiottes. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et Oui, l'hôte- et l'hôtesse, comprenant le français, a eu un regard. ouais, très- c'est ça, c'est vrai ça. Elle a eu un C'est vrai qu'on a un regard petit peu tendance à oublier. tendance à oublier que voilà, il pouvait se passer des choses dans la compréhension des gens. Et vraiment, quand la corne m'a raconté ça, j'ai fait c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est exceptionnel. Et du coup, l'autre point commun que la plupart des gens ont pu me raconter, c'est ces histoires où on m'a dit Walid, il a un estomac qui est un peu sensible. Et, et après cette histoire de la Mm. corne, on m'a raconté une anecdote sur une auberge de jeunesse à Utrecht avec monsieur Enzo, où vous étiez 15 dans une auberge de jeunesse et il y a eu un WC qui n'était pas très très bien positionné. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Une auberge de jeunesse à Utrecht. Ouais. Non, la fois on était dans une auberge de jeunesse avec Enzo, je crois que c'était à Londres. Ouais, il a Il dit y avait un. Utrecht. Oui, ça c'est bizarre. Je pas souvenir d'avoir été dans une auberge de jeunesse à Utrecht. Utrecht, on prenait tout le temps des hôtels, mais j'avais une auberge de jeunesse à Londres où avec Enzo, Mehdi, Hakim. Et effectivement, on avait les chiottes qui étaient juste à côté de la chambre. Et il m'expliquait que les chiottes étaient montées à l'envers. Et que du coup, si tu te mettais dans le mauvais sens, il se passait des dingueries. Et que malheureusement, tu t'es pas mis dans le bon sens. Oh non, c'était C'est pas trop. moi là, il doit confondre là. Ah, putain, bah super, mes indices sont nuls. Oh, c'est catastrophique. Oh putain, non Non, mais. j'ai traumatisé les toilettes, mais là, comme ça me dit vraiment rien. Oh, bon, bah. Bon, on va switch celle-là du coup. Du coup. Et on va en lâcher une où là, je sais que la personne est de confiance. Puisque toujours dans cette même vanne. Alors, c'est bizarre, hein, ils m'ont tous sorti soit le fait que t'étais adorable, soit des anecdotes sur ton estomac. Et un monsieur qui fait actuellement la course au point m'a dit il y a une fois, il est 7 h du matin, on est sur un trajet Calais-Mulhouse, Oh non, mais et ça là, c'est trop. on est sur un trajet Calais-Mulhouse, il est 7 h, et toi t'en peux plus. Sauf que vous êtes dans la pampa, où il y a personne autour de vous, et malheureusement tu trouves une maison. Enfin, heureusement pour toi, tu trouves une maison, et tu dis vas-y, je m'arrête. Tu vas sonner à cette maison à 7 h du matin. Une petite vieille t'ouvre et tu lui demandes Madame, puis-je utiliser vos toilettes s'il vous plaît? Et tu prends la porte de ta vie. Alors, bon, je vais recontextualiser un petit truc. Effectivement, j'ai un estomac très, très capricieux, petit souci, souci gastrique et à des moments, quand je peux plus me retenir, c'est violent.
mais vraiment, j'ai des maux d'estomac, c'est horrible, je me tords dans tous les sens et tout. Donc effectivement, on était sur le trajet pour faire WWC double régio, Calais-Mulhouse. On partait le matin en direction de Mulhouse et là, sur le trajet, la catastrophe. Vraiment la catastrophe, là, j'en peux plus. Pas une aire d'autoroute pour m'arrêter, rien, que dalle, j'avais envie de mourir. Et on passe juste à côté de cette maison un peu paumée, en plein milieu du Jura, les routes enneigées normales et tout. Et tant pis, je m'arrête, je vais demander de l'aide. Je me dis, ça va bien passer. Bon, je toque à la porte, effectivement une petite vieille qui m'ouvre. Alors déjà, à la fenêtre, hein, elle a pas osé ouvrir sa porte. Ça se voyait qu'elle avait pas vu, un sarrasin depuis très, très, très longtemps. Ah, tu as utilisé le terme. J'ai pas voulu le faire. Amouche, il m'a dit, Ah il y a ouais, eu un ouais. sarrasin qui a débarqué à 7h du sbar devant la petite Elle vieille, elle était savait pas pas quoi faire. prête. Elle était à 2 doigts de me jeter une bible à la gueule, hein. Et et du coup, je lui demande poliment si je peux utiliser ses toilettes et elle m'a dit, bah, de retourner, de là d'où je viens, quoi. Un gros, gros, gros non, alors que j'étais en souffrance. Tu d'autre de lui dire: «Mais je te paye, enfin, laisse-moi s'il te plaît», vraiment, Oh putain. et du coup, vu qu'elle m'a pas laissé, utiliser ses toilettes, j'ai dû improviser, quoi, avec les moyens du bord. Oh putain, mais vraiment, quand Amouche il m'a raconté ça, vraiment, je ne savais plus où me foutre. Le vocal, il est exceptionnel, surtout que Amouche, il a une capacité narrative qui est assez folle. Et Ah donc, oui, oh là là. Bon. il déforme très, très vite les choses. Ouais, bon, après, il enjolive beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais bon. Mais celle-là, pour le coup, est totalement vraie. Non, mais c'est vrai que au début, tu te dis, ouais, non, il se fout de ta gueule, mais en fait, non, on se rend vite compte que l'anecdote est réelle. Il y a trop de détails qui sont vrais Ah ouais. pour avoir quelque chose de faux. Ah mais en On- plus, j'avais honte, cette pauvre dame, je voulais pas la déranger, mais vraiment, j'étais dans le besoin, quoi. J'étais en souffrance. Mais ouais. Alors, on va continuer un petit peu, puisque, bah, mine de rien, après cette période Covid, on arrive rapidement vers l'ère où on est aujourd'hui. Et chose qu'on n'a pas mentionnée sur toute la longueur de ta carrière, le fait de rejoindre une équipe, ça a été quelque chose qui a mis beaucoup de temps à venir pour toi. Et je me souviens de toi, il y a quelques années, en train de me dire, je rejoindrai une équipe le jour où je ferai un meilleur résultat que Maximilien Delval en YCS. Alors, j'avais dit que je rejoindrais la BCP le jour où je ferai un meilleur résultat que Maximilien Delval. Autant pour moi. Oh, merci pour le raid, Raiden. Du coup, en 2023, du coup, tu te fais capturer pour pareil, un de ces voyages où vous partez aux États-Unis pour un 3v3. Et après ce 3v3, tu te fais attraper par Monsieur Lohan pour rentrer dans la OG Snow. Tout à fait. Mais en fait, si jamais j'avais enfin, si je voulais pas entrer dans une équipe avant, bah, c'est parce que malheureusement, j'ai pas forcément le temps de pouvoir, m'entraîner avec mes coéquipiers, enfin voilà, je peux pas m'investir autant que les autres personnes. C'est pour ça que je déclinais tout le temps les invitations qu'on me faisait. Mais, Lohan, alors il m'a pas laissé le choix. Il m'a pas demandé mon avis. Il m'a dit: «Après le 3v3, tu es dedans et c'est tout. Même si tu participes pas trop aux sessions training auto et tout, tu es dedans». On peut pas désobéir au roi de la Belgique, hein. Ouais, alors oui, c'est vrai que Lohan a gagné un, un national belge 2018, si je dis pas de conneries en plus. Ouais, Bah, c'est l'année où il participe au World. oui. Ok. Et moi, du coup, je voulais revenir avec toi sur cette expérience aujourd'hui dans une équipe. Comment tu vis la chose? Toi qui as toujours refusé, aujourd'hui, maintenant que tu es dedans et que tu es impliqué dans le projet, est-ce que tu kiffes cette expérience de groupe qui est une autre façon de voir le jeu aujourd'hui? Et beh, ça rejoint ce que je disais un petit peu avant, malheureusement, j'ai pas forcément le temps de rejoindre toutes les sessions training, de participer avec eux, mais effectivement, c'est quelque chose qui me manque parce que les rares fois où je peux le faire, bah, c'est d'améliorer, de progresser tout en déconnant avec les potes, quoi. Et Mm. c'est franchement, c'est bien, c'est génial. Et de
un de ces moments où tu as les sessions, où tu as ce groupe Messenger, WhatsApp que les teams peuvent avoir. Euh, Est-ce que ça a changé un petit peu ta vision sur le jeu? Est-ce que ça t'a fait découvrir une facette que tu connaissais pas forcément dans le jeu? Oui, prendre un peu plus de conseils des autres. Parce que du coup, quand tu joues tout seul, bah, je m'inspirais forcément de ce que je trouvais sur internet, mais j'avais pas forcément de personnes avec lesquelles confronter mes idées, avec lesquelles confronter nos perceptions de la méta Mhm, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et du coup forcément, bah, ça t'amène, à à d'autres, à une autre vision des choses et bah, je vais reprendre le YCS de Bologne, mhm. le dernier là, où malheureusement je bubble et ben c'est, Jamal qui a insisté lourdement pour que je rejoue à Snake Eye Fire King à ce moment-là où je m'étais mis à Chimera alors que je faisais 0 résultat avec Chimera, je me faisais vraiment ouvert par Snake Eye, c'était trop dur Mhm. et il a lourdement insisté en me menaçant de rejouer Snake Eye Fire King En et te j'ai menaçant. raison de l'écouter. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Jamal il fait peur. Ah ouais, j'aurais pas dit jusqu'à la menace, tu vois. Mais en... Et du coup, bah, il a eu raison. Enfin, je manque vraiment de chance sur la fin. Bah, tu parlais du fait que j'affrontais des joueurs connus, bah, j'ai affronté, j'ai totalement zappé son nom, mais le joueur espagnol qui est allé au World avec, Julio, non, si, c'est Julio? c'est qui Celui jouait. celui qui joue Red Fuel Beast. Ouais, c'est ça, c'est Julio. Ouais, ouais, voilà. Bah, je l'affronte lui à la dernière, où on était à X2 tous les deux. Et, et là, enfin, je perds par ma méconnaissance du deck. Ouais, Je connais pas assez le match-up Ritual Beast et et je c'est. perds sur un Book of Eclipse parce que je savais pas que le deck le jouait, alors que c'était connu. Ok, ok, ok. Mais en plus de ça, toi qui joues Chimera, dans cette équipe de la OG Snow, il y a un autre joueur qui est connu pour jouer énormément de decks fusion, Mmh. co- qui est Nicolas. On va l'appeler Nicolas Popoulos parce que je vais pas oser prononcer Populos. son nom, déjà j'y arriverai pas. Euh, mais On l'appelle comme ça. aujourd'hui, pour avoir ces échanges avec ces mecs qui vont jouer les mêmes decks que toi, tu sens vraiment la différence dans tes préparations de tournoi, même si tu peux pas forcément jouer avec eux? Oui, 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 dans la constitution de mon side, dans la prise en compte de la méta, oui, ça change vraiment ta perception et ta préparation. Et j'aimerais vraiment pouvoir m'impliquer plus, mais je manque de temps. Mais le temps fait que c'est un peu compliqué. Euh, sur cette année-là, où tu jouais Snake Eyes Fire King, sur la première année d'existence de la OG Snow, euh, Oh la vache, comme tes cheveux. tu vas noter aussi un top sur lequel j'aimerais qu'on revienne ensemble, puisque tu vas top le France. Avec Snake Eye Fire King? Tu top le France en 2023, alors je sais pas c'est quoi le deck que tu jouais à ce Non. moment-là. Alors attends que je dise pas de bêtises. En 2023, c'est Ouais, l'année c'est où à Lille, Tristan regagne son deuxième titre. c'est ça. Ouais, non, je jouais Super Heavy Samurai. Ok. C'était la tristesse. Mon deck qui sort, il se fait toucher à la batte instant. Et t'arrives à aller chercher ce top. Alors, j'ai pas réussi à trouver des infos dessus, mais est-ce que c'était ton premier top au CDF à ce moment-là? Ah non, non, non. J'ai fait top à quasiment tous les CDF auxquels j'ai participé. Celui de l'année dernière, par exemple, c'est ma plus grosse déception parce que j'étais bien préparé avec le deck de Snake Eye Fire King Ouais. et j'étais bien préparé pour la méta et vraiment, pour le coup, vraiment juste manque de chance. Je me prends des monodrolls qui servent à cross out mais qui contre mon deck sont archi forts. Euh, je suis un top deck de gagner où je pioche n'importe quel monstre, je gagne, sauf à l'exception de Flamberge, je draw Flamberge. Vraiment, l'année de 2024, ça aurait été tristesse, quoi. C'est vraiment gros regret que j'ai, c'est de ne pas avoir performé à ce CDF-là. CDF, ouais. Et là, pour l'instant, sur cette saison 2025, euh, tu signes des tops de façon régulière, puisque bah, sur les derniers events qu'il y a pu avoir,
T'as eu un top à Châteauroux, t'as eu un top à Vire, t'as eu des tops sur d'autres WCQ de la saison. Comment tu sens ton année 2025 qui arrive alors que tu joues clairement un contender dans la méta, mais vu que tu le pilotes à la perfection, tu arrives à t'en sortir et à créer des surprises comme on a pu voir sur les différents streams, euh, sur les différents WCQ. Comment aujourd'hui, ta saison 2025, tu la sens à l'approche du CDF là? Bah, justement, elle a un peu mal commencé, Mm. sur la fin 2024, avec Chimeras contre Snake Eye, comme je disais, ça marchait pas du tout. J'ai vraiment pas réussi à faire quoi que ce soit avec le deck, si bien que j'étais revenu à Snake Eye Fire King. Mhm. Depuis la ban, je suis reparti sur Chimera Fiend Smith, effectivement, maîtrisant bien le deck et en profitant du fait que ce soit pas forcément joué, ben, j'arrive à m'en sortir. Là, honnêtement, je vais dépendre de la ban. Ça va dépendre de la banlist. Parce que là, ce que je vois sur mes derniers régios, il y a trop de games que je perds sur Blind Dweller. Et en fait, j'espère qu'il va être ban. S'il n'est pas ban, je pense qu'il faudra que je reconsidère mon deck pour le France parce que il y a trop de games que je perds juste parce que Dweller. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu commences à être quand même identifié en France. Comme tu le disais, il y a des zinzins qui possèdent des streams qui mentionnent très souvent ton nom. Mm, Et donc, du coup, du coup, tu commences à être identifié comme étant le Chimera player. Est-ce que, c'est ça. est-ce que du coup, tu penses que ça te joue des tours pour que les gens fassent des dwellers blind comme ça, ou c'est vraiment juste pas de chance et les gens le font par pur hasard? Euh, un peu des deux, je pense qu'il y en a qui m'identifient, donc du coup ils en profitent pour le faire, et d'autres qui le font juste parce que Dweller c'est quand même une bonne carte contre Fiend Smith qui est présent dans pas mal de decks. Mais vu que la tendance là quand même un peu à s'inverser, maintenant il y a de plus en plus de pur contre Malice, la logique voudrait que ça parte peut-être un peu plus sur Bakuzga que Dweller. Ouais. Mais bon, si on m'identifie un peu avant, on préfère faire Dweller, Du coup, tu te et là retrouves du avec un coup tournoi moins fun. c'est ça, c'est pas totalement impassable, mais Dweller est quand même. En fait, si c'était Dweller tout seul, ça irait. Mais Dweller, plus détonateur, plus le terrain, plus ça, je vais remettre 2, je vais draw 1 et je vais repartir. C'est trop compliqué. Ça commence à faire un peu beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi d'un petit événement, puisque bon, là, mon fil rouge commence à toucher à la fin sur toute la partie et tout ce que j'ai pu trouver comme Ah, information ça sur c'est mon toi. fameux short, ça. Je savais même pas que j'avais une photo de ce short, on m'en a pas envoyé. Celle-là, c'est le monsieur qui est chez toi qui m'a envoyé cette photo. Et je voulais m'en servir pour parler de la dernière anecdote que j'ai sur toi. Qui est une anecdote qui est pas forcément giga drôle, mais les deux personnes m'ont sorti cette anecdote sans naturellement, très naturellement. Et je trouvais que c'était une bonne façon de finir on va dire, ce retraçage d'histoire. Euh, T'as littéralement sauvé la vie de Lohan et Vince l'année dernière. Ah oui, 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 ce petit YCS. Et j'aimerais que tu racontes cette anecdote parce que quand Lohan me l'a raconté, j'ai fait ah ouais, c'est assez fou. Et je voulais finir sur ça, sur ton histoire. Alors, effectivement, on partait pour un petit YCS. Alors, si je dis pas de bêtises, ça restait Los Angeles. Non, oui, il me semble bien. Enfin, en tout cas, c'est dans le comté de Los Angeles. Et du coup, on partait avec Lohan, Jamal et Vince. Et du coup, je récupère la veille du départ Vince et Lolo à UJ. Il fallait juste qu'on parte chez Lohan pour récupérer ses affaires. On dormait tous chez moi et on partait à l'aéroport le lendemain. On part de UJ direction chez Lohan. Tout se passe bien. Jusqu'à l'arrivée à l'autoroute A4. Pour expliquer aux gens, c'est il y a un moment où cette autoroute qui est au sud de Paris bifurque sur une fois 4 voies et une fois 3 voies. A4 à 86 tours. C'est une autoroute qui sépare, il y a pas mal de voies. On était sur la deuxième voie la plus à gauche.
on roule tranquille et il y a le gars que j'étais en train de dépasser qui commence à se rabattre sur moi, sans raison. Il dépasse personne, je sais pas pourquoi. Il commence à me coller. Je klaxonne, je klaxonne, je klaxonne pour lui signaler quand même que que j'étais en train de dépasser, qu'il y a ma moteur qui va nous percuter et il y a rien à faire, il continue donc je suis obligé de donner un coup de volant, assez énervé pour l'éviter et en fait ce jour-là, il avait, un peu plu. Il y avait un petit crachin qui était sur toute la chaussée donc la chaussée était glissante et en fait la voiture part en tête à queue. Elle part en tête à queue totale et on fait un 360 sur l'autoroute où tout le monde roule à 90 km/h. Si bien qu'à un moment, on se retrouve, quand même face à la circulation. Je me souviens encore des phares des camions et des voitures. Alors sur le moment, avec Vince, on se dit qu'on est mort. Il y a que Lohan sur la banquette arrière qui est détente, Dieu seul sait pourquoi. On est vraiment en train de se dire: «Bon, bah, c'était cool, on a bien vécu, on a bien profité» et la voiture continue de tourner et vraiment alors je suis content d'avoir eu le réflexe de bien freiner, de continuer à klaxonner pendant que la voiture tournait pour bien signaler notre présence. Mais après, je contrôlais pas totalement non plus, je contrôlais même plus du tout, ma voiture et on a eu quand même un gros coup de peau. La voiture s'est arrêtée pile poil sur le zébra qui est la séparation entre les 2 autoroutes et dans le bon sens en plus. On s'est fait dit après ça: «C'est bon, on n'a plus rien à demander». C'est le plus gros coup de chatte de ma vie. C'était, on a même une motarde qui s'était arrêtée, ju pour voir si on allait bien, si on avait rien. On n'avait rien, on n'était pas blessés, la voiture avait pas un pet. L'anecdote est folle. Genre, quand C'est Lohan me l'a raconté, incroyable. j'y croyais pas. Et honnêtement, les deux m'ont dit aujourd'hui, euh, Walid n'était pas là, on serait certainement plus là pour pouvoir en parler, quoi. Et, euh, et je trouvais que c'était fou. Enfin, l'histoire est folle. Et le plus alors je sais pas si Lolo a pas dû poursuivre, mais alors le truc qui est très drôle, c'est que derrière, dans l'avion, on s'est farci des turbulences de zinzin. On s'est dit: «Non, à un moment, en fait, il y a quelqu'un qui veut notre mort, quoi». Non, ça, j'avais pas eu. ça, ça, il me l'a pas Ouais, dit. Il l'a pas dit, le méchant. heu, on était en train de se demander si Vince portait pas un peu la poisse, là, à un moment. Non, mais après, c'est vrai que. Mince. C'est vrai que quand l'histoire elle t'est racontée, tu te dis, mais en fait, à n'importe quel moment, ça aurait pu s'arrêter. Ah ouais. Et Ah oui, non, c'est fou. Enfin, se retrouver dans le sens inverse de la circulation sur une autoroute où tu vois tout le monde qui fonce, tu fais: «Mais c'est pas possible». Puis surtout, ça veut dire que pendant que la voiture, elle a tourné, on a quand même réussi à percuter personne sur les gens qui arrivaient, quoi. mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Et c'est là que tu te dis que cette passion Yugi, tu vois, où tu disais tout à l'heure que Ryan te disait, bah, si on serait pas là sans Yugi, bah là, sur cette autoroute, tu pouvais dire aussi la même chose, tu vois. tu vois. Et du coup, tu sais On va pas dire que je le fort. prends dans l'autre sens. L'âme des cartes était avec nous. L'âme des cartes, mais par contre, c'est écrit K-A-R-T. Ouais, Cette vanne n'est pas validée. Cette vanne n'est absolument pas non, elle était validée. bien. Moi, j'aimais bien. J'approuve. Les bons jeux de mots. Les bons jeux de mots. Et on va imager cette dernière slide que j'ai dans mon petit diapo par la photo que j'ai prise de toi sur le dernier WCQ Nantes. Où je me dis qu'après avoir retracé toute cette histoire et tout ton parcours en tant que joueur, l'expérience humaine que Yugi t'a apporté, tu fais partie des gens qui ont eu des tops, qui ont eu des petits résultats à droite à gauche, mais la vraie victoire, j'ai l'impression de ta carrière de joueur Yugi, c'est toutes les histoires et toute l'expérience humaine que ça t'a ramené. Et je voulais que tu savoir si tu avais un petit mot vis-à-vis de cette expérience. Franchement, je l'échangerais pour rien au monde. C'est c'est dingue de se dire que tu pars d'un simple dessin animé, d'une admiration pour une œuvre, un manga, à te mettre
à jouer à un jeu, te fait faire des rencontres incroyables, des gens qui te font vivre des émotions incroyables, avec qui tu découvres le monde et avec qui tu partages des choses, très intimes, n'est-ce pas, Kélémélouse? C'est non, c'est franchement, c'est une expérience de vie incroyable et au final, Yugi, c'est tellement une niche on est peu à pouvoir finalement découvrir ça et c'est une vraie chance. C'est une chance formidable. Faut vraiment profiter. C'est dans le jeu, certes, je regrette de ne pas avoir, réussi à performer plus, mais, j'échangerais pas plus de tops et des victoires contre ce que j'ai vécu. Je préfère largement passer un très bon moment avec des amis, faire X3 drop. D'ailleurs, petite dédicace au YCS Rimini, c'était le meilleur X3 drop de l'histoire et heu et ouais, non et profiter avec les potes, c'est ça la vraie essence du jeu, c'est incroyable. Faut se réunir autour d'une passion commune et de vivre des choses folles. Honnêtement, je vois pas quoi rajouter à ça. Je trouve que ça conclut bien le fil rouge qui était ta carrière de. Enfin, qui est ta carrière de joueur Yugi. Tu m'avais dit à l'époque où je t'ai proposé de faire cette émission, ouais, il va pas y avoir grand chose à raconter parce que j'ai pas fait tant de résultats que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Oh. après avoir parlé pendant 1 heure et demie de tout ça, tu te dis, ah ouais, en fait, il s'est passé pas mal de merde quand même. Ah non, mais si effectivement, si on parle de toute l'aventure, de Yugi, il y a tellement à raconter, il y a tellement à dire. C'est mais c'est vrai que si on revenait que sur mon palmarès, il y aurait beaucoup moins. Bah, déjà, la plupart de ton palmarès, il est caché. Et moi, Ouais, il est OK. je veux t'attraper aujourd'hui avec une petite demande, s'il te plaît, pour le prochain gars qui voudra t'interviewer, à partir d'aujourd'hui, laisse des traces de tes résultats sur Internet. Parce que vraiment, c'est l'enfer. Et beh, l'une des plus grosses sources d'informations a malheureusement fermé. C'était, King Yugi, où il y avait des reports de beaucoup de tournois et du coup, c'est sur cette époque-là du jeu et du coup, comme on donnait très souvent les tops, bah, tu aurais pu retrouver un peu plus de fois mon nom dessus, mais le forum a fermé malheureusement. Ouais, bah en fait, il y a encore des traces puisque j'ai retrouvé des vieux liens sur des sites un peu obscurs. Je peux Mmh. notamment dire que tu as joué un CDE contre Vince à une période où tu jouais Tellar et lui il jouait je sais plus quoi et c'est la round 5 du CDE. Tu vois, j'ai retrouvé des trucs pas très utiles. mais mais- mais il y a encore des traces sur des vieux sites qui aujourd'hui ont fermé, donc tu es obligé de récupérer les infos sur en fait, les caractères qui restent sur la ressortie de la recherche Google par rapport au lien. Et c'est infect. Honnêtement, c'était c'était infect. Mais bon, je suis très content qu'on ait quand même réussi, mine de rien, à parler pendant 1 heure et demie de toute cette petite histoire de Yu-Gi-Oh! Et j'aimerais qu'on passe sur la deuxième partie de l'émission aujourd'hui, puisque la deuxième partie de Millennium, en fait, c'est de parler d'un sujet qui est actuel dans le jeu. Et avec toi, je voulais parler du CDF qui approche, de l'institution qu'est le CDF, de comment toi qui as vécu moult CDF, tu as vécu les évolutions de ce tournoi. Pas forcément me parler de la préparation que tu as en profondeur de celui-là, mais vraiment de l'histoire de ce tournoi. Parce que mine de rien, comme tu le disais tout à l'heure, bah, t'en as fait un sacré paquet. J'en ai fait un petit nombre. Bah, déjà, j'ai connu la période où le CDF était sur qualif et où il est passé en open et je trouve que pour un tournoi de cette envergure, c'est quand même beaucoup plus agréable la version en open. C'est un gros événement, c'est un monument du jeu, le championnat de France, puisqu'il y en a qu'un par an, hein. Alors, Il y a 4 ou moins en YCS, mais il y a qu'un seul CDF. je vais te couper 30 secondes parce que tu viens de m'apprendre un truc. Comment ça, le CDF, il a été sur Calif pendant un moment? Ah oui, 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 à l'époque alors je peux pas te parler du Pharaon Tour parce que lui, je l'ai pas connu, je l'ai vu de loin, mais j'ai pas connu les manières de
de se qualifier de jouer dans le Après, Pharaon Tour, mais le CDF, avant, en fait, il y avait des tournois, un petit peu comme les régios, qui te qualifiaient pour le CDF, et le CDF était un tournoi, en fait, 60 joueurs. ok. Et si d'ailleurs, j'avais manqué le 1er CDF auquel je voulais participer, je manque la qualif d'un match. Ok. Mais on en apprend tous les jours. Et ça s'est arrêté à partir de quand, ça? Ça s'est arrêté, bah, le 1er CDF que je fais, c'était, je crois, ça doit être 2011, hein. Ça doit être 2011 le 1er CDF en open. Ok. Ou 2011 ou peut-être 2012. Donc c'est celui que Johan gagne, 2011. Parce que 2012, c'est Sebma qui le gagne. Ouais, donc quand Seb le gagne, c'est déjà en open, c'est sûr, donc ouais, ça doit être 2011. Ça doit être juste Ok. après celui de Terence qu'on passe en open. Ok. Oh. Et Et vas-y, je t'en prie. et du coup, le CDF, il s'est tenu pendant des années à Paris. Il a connu du coup une croissance, lente mais certaine, de son nombre de joueurs. Puis après, ils ont décidé de faire le CDF délocalisé. Ça Le, malheureusement, ça a diminué le nombre de joueurs. le premier CDF délocalisé, il était où? Est-ce que tu te souviens? Et c'était en quelle année? Le alors, oh franchement, non, je crois que j'ai plus l'année. Non, c'était à Paris. Il y a eu quoi? Il y a eu Beauvais, il y a eu Rouen, il y a eu, Rouen, c'est 2017. Ça, j'ai l'info. C'est Jonathan Fradet qui gagne celui-là. ouais, qui la gagne. Avant ça, je sais qu'il y a eu Beauvais, Rouen, et je crois qu'il y a eu 2 autres villes, donc le CDF a dû commencer à être délocalisé en 2014-2015. Ok, donc Si je celui dis pas de bêtises. que. C'est celui que dans Léo gagne en 2015. Et donc, du coup, c'est celui de Servietsky en 2014. Parce que le Neftis Mmh. gagne 2016. Ouais, Ouais. Ok. Non. et malheureusement, du coup, avec ce CDF-là, du coup, la la fréquentation chute, mais repart d'un petit peu d'année en année. Et puis, 2018-2019, du coup, avec l'arrivée des youtubeurs et notamment de Zulu, le CDF revient à Paris et là, mmh, explosion. On devient le plus gros national à ce moment-là, avec les 1200 joueurs. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette arrivée des streamers, puisque tu me disais, toi, que tu pensais pas que le jeu pouvait exploser à ce point-là. Oui, Est-ce que totalement. quand les streamers arrivent, du coup, t'es dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu te dis vis-à-vis du jeu? Est-ce que tu penses vraiment que ça peut être un vrai plus pour le jeu? Ou est-ce que Il y avait tu... Comment tu le vis? Bah, au début, j'étais vraiment sceptique parce que, comme je disais, Yugi, c'est vraiment un jeu niche et je voyais pas du tout, le fait de le pub publier, non, enfin, en tout cas de faire de la publicité comme ça via des streamers, donnerait vraiment une visibilité et je me suis complètement trompé. Je me suis complè Franchement, je n'avais pas conscience de l'impact qu'il pouvait avoir. Et tant mieux, hein, franchement, ça m'a fait plaisir. Ils ont fait exploser le jeu à un niveau, franchement, je leur suis très reconnaissant. Je prends tous les streamers dont tu fais partie, également du coup Vince, Zulu, Doc7, il y a Jubel qui en a fait partie, Volt, ils ont fait, beaucoup pour le jeu au final, en le mettant en avant et du coup on le voit de plus en plus d'ailleurs, de streams, que ce soit officiel avec Konami ou même de gens indépendants et enfin ça fait trop plaisir à voir quoi. Ça augmente la communauté, ça augmente le nombre de joueurs, c'est un vrai plaisir. Est-ce que tu penses que justement le fait que ces gars soient arrivés et que derrière il y a eu vraiment enfin, il y a eu un changement drastique qui a été fait de la part de Konami. Enfin, je pense surtout aux régies qu'il y a sur les événements majeurs
qu'on retrouve aujourd'hui, quand tu vois le plateau qui est mis en place pour tout ce qui est YCS, CDF ou même le CDE, aujourd'hui, tu penses que ces tournois, dont le national, vont évoluer dans quel sens? Parce que c'est difficile, je pense, aujourd'hui de se dire, ça peut être plus gros, ça peut être encore plus gros, tu vois. Beh, franchement, je me suis posé la question. Si on mettait pas de limite au CDF, combien on atteindrait? Franchement, je me suis dit, si jamais ils voulaient la tenter, il faudrait prendre un truc immense, hein, du genre, parc des expositions Villepinte à Paris qui accueille, la Japan Expo et des dizaines de milliers de personnes chaque année. Donc, mais juste pour voir, parce que je sais pas du tout jusqu'où on irait. Est-ce qu'on pourrait égaler le record TCG qui était à Miami, si je dis pas de bêtises, avec 8000 joueurs, à Long Beach, si je dis pas de bêtises. Bah, là, Euh, c'est trop vieux pour moi, ça. ouais. Donc, ou alors c'était 4000 et c'était 8000 en OCG. Enfin, j'avoue que j'ai un petit doute là-dessus. Parce Mais qu'il y a bon, eu le est-ce 8000 que. en ECG l'année dernière, avec le Ouais, YCS en BO1, là. Et ouais, ça, et c'est je. rentré dans le World, dans le Guinness, puisque c'est l'event Ouais. TCG le plus gros jamais organisé. Et il me semble que le plus gros tournoi de TCG jamais organisé, du coup, c'est un YCS américain, c'est YCS Miami, et du coup, c'était peut-être que 4000, enfin environ un peu plus de 4000 joueurs. Ok. Mais je me demande si le CDF n'était pas limité, est-ce qu'on n'exploserait pas ce record? Bah, Parce quand que tu... franchement, le jeu a une publicité de fou. Quand on voit que Master Duel fonctionne, quand on voit que Duel Links fonctionne bien, et que les gens s'intéressent de plus en plus aux jeux IRL. Et d'ailleurs, je vois même dans les tournois l'influence de Zulu, avec le nombre de gens qui viennent jouer Exodia, qui Hmm. est le deck qui joue en ce moment, et des gens dont les gens s'inspirent, et c'est trop agréable à voir, quoi. Bah, tu vois, dans le chat, ça vient de l'écrire, mais quand tu vois qu'on a réussi à remplir les 2500 places en 48 heures l'année dernière, non, celle d'avant encore, Mm. puisque l'année dernière, ça a mis un tout petit peu plus de temps, mais à chaque fois, ça part et ils sont obligés de rajouter des places. Ouais. Est-ce que effectivement, on pourrait pas monter beaucoup plus haut, surtout si euh, le CDF revient à Paris, parce que là, mine de rien, quand les places avaient été vendues en 24 heures, on parle de Lille, qui n'est pas la ville la plus atteignable facilement en France. Mais si tu remets un CDF à Paris, et maintenant on le sait que des salles comme Villepinte peuvent être prises, puisque ça avait été fait pour le royaume du TCG, où il y avait ce tournoi à 650 personnes. Est-ce que si le CDF se déroulait là-bas, effectivement, est-ce qu'on ne demanderait pas plus de 5K? Et je pense que on peut largement y arriver. Et je pense que je sais pas si le jeu ira dans ce sens-là, mais à voir. On aimerait bien. On aimerait bien. Mais franchement, ce serait une expérience à faire, parce que le nombre de joueurs, quand on voit que les régios maintenant, enfin, pour moi qui en ai vu beaucoup, il y a 10 ans, un régio 80 joueurs, c'est un gros régio. Aujourd'hui, un régio 80 joueurs, c'est un tout petit régio. Ça, ça me rappelle un truc, c'est que pendant une période, le WCQ du Mans, ça avait été le plus gros régio jamais organisé avec 212 personnes. Aujourd'hui, Ah 212 oui, personnes, tu te dis c'est la norme. c'est ça, c'est la base. Je me souviens toujours du WCQ Vernon à une époque qui était assez régulier, qui réunissait toujours entre 150 et 200 joueurs, et c'était un régio connu pour être bah, justement bien fourni, agréable, en plus bien organisé, c'était fait par une asso, c'était génial. Et aujourd'hui, en fait, à 300, c'est limite le standard. Ouais, et Et puis excuse-moi. Et du coup, pour revenir au CDF, ouais, je pense que il y a le nombre de joueurs qui font juste le WCQ près de chez eux et le CDF, il est ahurissant. Donc je pense que si jamais tu faisais un CDF sans limite de place, ouais, tu auras toujours des gens qui pourraient venir à la dernière minute. c'est vrai. Bah, après, l'équipe de Judge devrait être vachement modulable, mais Ouais. ça nous offre une transition toute faite, puisque toi, tu as connu le jeu principalement organisé par OPS, sur lequel on le sait, l'histoire a pas laissé que des bonnes traces. Il y a quelques events qui étaient très très bien organisés, mais depuis cette année, avec l'arrivée de Breakflip, de ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux, de comment ils peuvent gérer le jeu sur les 6 mois là, depuis qu'ils ont repris le jeu, moi je pense que ça peut annoncer que du très très beau, puisque les events aujourd'hui, ils sont d'une qualité qui est folle, quoi.
franchement, je trouve que pour, une boîte qui a pris le jeu en cours de route, ils s'en sortent très, très bien. Ils nous font des petits reports sur leur réseau, qui sont vraiment quali et vraiment agréables à voir. Heu, Ils publient un truc qu'on reprochait un peu à OPS et que eux du coup, ont capté tout de suite. Ils annoncent leur événement sur plusieurs réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes et sur leur site. Qui avant, enfin, fallait passer par des tiers limite pour avoir plus d'infos sur les WCQ, on ne savait pas. Là, on en a sur Facebook, sur Twitter et sur leur site. C'est génial, c'est la base, mais c'est Mais génial et du coup, j'ai hâte de voir la saison prochaine quand ils ont vraiment, bah, du coup, toute la saison en main, ce que ça va donner. je pense que déjà, juste en termes de nombre d'events, on va pas du tout être sur la même, enfin, sur le même calibre, puisque tu vois ce qu'ils font là en ayant repris le jeu avec les impératifs, avec ce qui avait déjà été mis en place, avec juste, on va dire, les traces du passé dans les pattes. Quand ça va repartir à neuf, ça va être un truc de fou. Et chose que OPS ne faisait pas, je vais prendre un événement qui malheureusement a été annulé, mais le WCQ qui devait se passer à Dunkerque, t'as pas attendu 2 semaines avant, tu vois, pour savoir que le WCQ il était annulé. Genre, un mois et demi avant, on te disait, bon bah voilà, le WCQ il est annulé, on l'a annulé et on s'en excuse. Du coup, on vous a trouvé une petite option pour réparer la chose, qui est le WCQ de Calais. Alors ouais, il y a 4 fois moins de joueurs, mais on essaye de mettre en place des solutions pour que vous puissiez au moins avoir un WCQ dans la région. Et je trouve ça fou en fait. Ah oui, c'est une gestion, bah, j'ai envie de te dire, en fait, le truc, c'est ça, c'est que tu demanderais à n'importe quel autre, TCG, les gens te diraient: «Bah oui, mais c'est la base». Mais nous, on n'était pas habitués à ça, en fait. Nous, on était des bons. Donc ouais. Donc là, c'est vraiment super agréable de voir ça et oui, oui, ça donne, que envie de repartir en régio, non, non, c'est super d'avoir annoncé ça avant et on le comprend, hein, que tu peux avoir des événements qui sont annulés pour diverses raisons, hein, ils ont pas réussi à trouver la salle, ils ne peuvent pas s'organiser autrement, ils sont obligés de reporter ou de décaler. Là, effectivement, ce qui est bien, c'est que du coup, ils ont dû annuler, ils ont prévenu les gens. Ils n'avaient pas déjà en plus mis en vente, les places, parce que ça aurait pu être aussi, très, très compliqué de des gens qui payent, qui en plus doivent derrière se faire rembourser parce que le truc est annulé. Mais du coup, ils n'avaient pas mis en vente, les places et en plus, ils retrouvent, comme tu dis, un plus petit événement, mais au moins un autre événement pour les gens de la région. Puisque Calais, Dunkerque, c'est quand même une proximité, donc non, non, c'est très belle démarche de leur part. Ouais, totalement. Et moi, j'aimerais savoir ce que tu penserais d'un retour. Alors, je sais pas si tu as connu ce format du Yu-Gi Show qui avait été animé pendant une période par Nultituff où il y avait Jacques-Yves qui venait tous les mois où il présentait Mmh. justement les WCQ qui allaient arriver, les différentes sorties produits. C'était fait sur les locaux de Konami. Est-ce que tu penses que avoir un petit hebdomadaire comme ça, avec les informations qui tombent une fois par mois, une présentation de produits rapides, les différents retours que peut y avoir sur les tournois en plateau par les gens qui tiennent le jeu, ça pourrait pas faire vraiment vivre aussi une partie de la communauté et ramener un peu plus de joueurs? Mmh, je sais pas du tout. Honnêtement, parce que j'ai l'impression que le Yu-Gi-Oh! Avait un petit peu marché au début, mais pas sur la durée. Mais par contre, tout ce que les créateurs de contenu ont fait à côté et je pense notamment au duel des rois qu'ils ont fait, au là, des duels historiques de Zulu et d'Axel. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, peut-être pas l'idée du Yu-Gi-Oh! Mais inspirer des créateurs de contenu dont c'est le métier. Mm. Leur demander quel format ils l'imagineraient et peut-être leur laisser un peu plus de liberté d'action. Ça ferait certainement une publicité de fou et oui, ça ramènerait du monde. Mais je pense qu'il faut vraiment solliciter les gens, en fait, qui s'y connaissent en la matière. Mm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le nombre de tournois qu'il pourrait y avoir enfin, qu'il y a en Europe, même juste en France, hein, le fait de ne pas avoir quelque chose qui permette un suivi, on va dire, très très propre de la chose, tu vois, un peu genre un. Alors, je suis pas un grand sportif, j'ai que cet exemple en tête, mais genre un téléfoot, tu vois, où on revient sur les choses Mmh. importantes de la semaine qui ont pu se passer côté football, d'avoir quelque chose comme ça sur un point de vue Yugi où t'as et du produit pour les casus et de ce qui a pu se passer sur Master Duel parce que Breakflip tient aussi Master Duel, l'annonce des prochains WCQ, mettre en avant des choses. Enfin,
j'ai vraiment l'impression que ce petit format de 20 minutes, une demi-heure, tu vois, il pourrait créer vraiment un engouement et avoir un petit retour vidéo sur les bons résultats, mettre en avant aussi des joueurs, mine de rien, parce que Mm. aujourd'hui, comme tu le disais, toi, tu as commencé à vraiment être mis en avant cette année. Euh, Déjà, je pense que pour l'ego, ça doit faire un bien fou, tu vois. Et en plus, les gens qui sont bons et qui ont des résultats récurrents, bah, te dire que ton éditeur de jeu a lâché quelques mots sur toi, ça doit être une sensation folle, tu vois. Bah, ça me fait penser à une petite anecdote. Visiblement, tu ne l'as pas retrouvée. Et c'était pas plus mal pour la photo de l'époque. Au YCS Barcelone, j'avais fait un feature match sur le blog de Konami. Ok. Normalement, on doit encore peut-être pouvoir retrouver la photo de moi à l'époque. Et parce que j'ai joué Flumbel dans le format Dino Rabbit. Et je me souviens en fait que quand j'avais lu l'article sur ce match que je perds malheureusement, Mm. mais oui, t'es content. T'as un petit côté satisfait, un petit côté de faire partie, d'avoir l'impression de faire partie de ce jeu que tu affectionnes tant. Donc oui, non, je pense que ce que tu imagines, ça pourrait vraiment être plaisant. Et puis, en fait, tu vois, je pense que ce qui avait pas marché avec le Yugi Show à l'époque, c'est que ça s'adressait vraiment à une toute petite part, enfin, à la grosse partie des joueurs, mais pas à l'ensemble de la communauté, tu vois. Parce que bon, voir des combats du deck de structure Branded, bon, on ronfle un peu, tu vois. Mais Mm. quand ils parlaient un petit peu, je pense notamment à la présentation qu'ils avaient fait de la statue dragon blanc aux yeux bleus qui était à gagner sur un des CDF, bah tu vois, c'est ce petit genre de trucs qui te permettent de donner envie. Je trouve ça vraiment très cool et je pense que ça pourrait donner un vrai, un, un vrai plus, un vrai petit rendez-vous qui pourrait être cool et ça te permettrait de travailler les grosses échéances, annoncer aussi ces grosses échéances. Putain, je vais pas y arriver avec ce bout de merde. En plus de, enfin, Breakflip ayant toute la data, en fait, ça peut vraiment être un truc cool. Enfin, voilà, bref. Mon petit point Bah, de vue là-dessus. écoute, propose-le, ça pourrait être un vrai projet à monter, hein. Breakflip, si vous regardez cette émission, allez-y. Alors, on va revenir un petit peu sur le CDF parce que c'est quand même. Ça va quand même venir relativement vite aujourd'hui, parce que mine de rien, dans un mois et demi, on y est. Comment tu sens CDF, comment tu sens la banlist qui va régir ce CDF arriver aussi? Comment tu comptes te préparer pour ce CDF? Déjà, il faudra prendre en compte forcément la banlist. Hmm. C'est elle qui va réguler totalement le NAT. Soit c'est une petite ban et le format change pas trop. Et surtout si Dweller reste là, bah, va falloir reconsidérer certaines options. Soit c'est une grosse ban, parce que les gens sont demandeurs, ils veulent quand même que Fiend Smith disparaisse un peu, ne soit plus splashé partout. Ça veut quand même que les 2 decks de la méta soient touchés. Pour dire que c'est touché, on sait très bien que ça va pas tuer les decks, ça a pas de sens de les tuer maintenant, mais des petits hits de consistance comme, Bonfire à 1 qui en même temps permettrait de vendre des tachyons, bah, voilà, on le sait que ça va arriver probablement. Hmm. Donc ouais, non, là pour le CDF, justement, ce que j'attends avec grande impatience, c'est la ban pour pouvoir m'y préparer plus sereinement, parce que là, on est sur une fin de format. Et voilà, si c'est l'élément vraiment qui va tout changer. Je pense que c'est après la ban que je m'intéresserai même au set Aline qui sort peu de temps avant le France. Tu lis Et dans ma tête. J'allais te dire, mais du coup, est-ce que tu prends en considération aussi l'extension Aline qui va sortir? Puisque bah, ça rapporte quand même du sacré support aux deux decks dont tu parlais, donc à savoir Ryze et Malice. forcément, forcément, et en plus, on le sait, il y aura très probablement, enfin même pas, c'est pas très probablement, c'est certain puisque c'est annoncé, du support pour Mitsuri. Donc, ce sera le set forcément à prendre en compte, mais il nous faut la ban. Sur- Surtout que, enfin, on va pouvoir parler un petit peu des exclus TCG qu'on a en ce moment qui peuvent être des vrais contenders
mince pour ce CDF, tu parles du support Mitsurigi, mais il y a aussi Audion là qui est sorti Mm. dans Maze, qui commence à vraiment creuser son petit trou. Euh, Comment toi tu vois ces deux supports TCG, puisque ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas eu des vrais archétypes qui font des trucs en TCG exclu, puisque bah, le dernier TCG exclu qui a fait quelque chose de vraiment flagrant, c'était Spiral. Je compte pas les dangers, parce que les dangers c'était des engines splashables, mais vraiment le dernier archétype qui a fait quelque chose, c'était Spiral. Est-ce que cette sortie et ces deux grosses parts qui sont Audion et Mitsurigu, comment tu le sens toi? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, petite anecdote drôle sur Spiral, Mhm. c'est même pas le TCG qui l'a rendu broken, c'est Ouais. l'OCG. C'est la carte qu'ils ont rajoutée en OCG, c'est vrai. C'est la Link 2 qu'ils ont sorti en OCG qui a rendu ce deck fou. Non, mais en fait, c'est vrai que les derniers exclus TCG, ça partait bien. Je veux dire, il y avait matière à creuser. HN, ça avait l'air pas mal. Christina, il y avait de bonnes idées de bons trucs, mais à chaque fois, ça finissait en autre boudin, quoi. C'était pas. C'était tier 23, malheureusement. Et c'est dommage parce que ça faisait longtemps qu'on avait les exclus TCG, de à chaque fois qu'elles sont sorties, elles ont changé, la méta et ça nous permettait d'avoir une méta différente de l'OCG. Parce que sinon, on avait exactement le même format, juste avec 6 mois de retard. Donc les exclus TCG, pour en citer quelques-unes qui ont révolutionné la méta, on a eu, Gambit des 6 samouraïs, Allure, hem, Il y a eu les BA, Orchid il y a eu tous les BA aussi. ou les BA forcément. Mais je pense même juste en une carte comme ça, et on a eu, aussi Reborn Tengu, Maxé, la terreur de l'OCG, c'est à la base une exclu TCG. Et donc c'était dommage qu'on perde un peu ça. Et là, avec Mitsurigi, alors ça fait plaisir. Je leur ai donné de très très bonnes cartes. Heu, j'espère qu'il y aura du support pour l'améliorer, mais pas non plus. Tu parlais de BA, ce n'est pas le cas de BA. BA n'était pas un tiers zéro, mais c'était vite imposé comme un gros tiers 1. J'aimerais bien que Mitsurigi s'impose effectivement comme un tiers 1, mais que ça ne devienne pas un tiers 0. Ouais, que ça, que Parce ça que le rentre. deck, ouais, Vas-y. il a pas grand-chose d'être vraiment incroyable. En fait, tu aimerais que Mitsu arrive à se placer et créer un triangle dans la méta entre Malice, Raizil et Mitsu, quoi. C'est ça, que ça donne une nouvelle, enfin, voilà, le deck est vraiment sympa. En plus, Reptile est un type qui a eu le droit à ces quelques archétypes, mais qui n'ont jamais pu briller, donc Mm. ils ont vraiment touché des bonnes cartes et ça fait plaisir. Et c'est un archétype qui mérite. Enfin, en plus, les rituels, c'est toujours compliqué de les rendre jouables sans trop les rendre broken. Donc je Ça, pense que c'est un vrai défi pour Konami. Mais ouais, s'ils arrivent à en faire un bon deck tier 1 sans qu'il ruine la méta, parce que là, par exemple, en parlant de Dweller, bah, Mitsuragi rend Dweller, insupportable encore plus, mm. puisqu'il lui donne une trappe qui le protège contre une éventuelle droplet, une imperm ou quoi que ce soit. Bah, en fait, tu une trappe Omni-Negate en plus. Donc vraiment, virez-moi Dweller. Surtout qu'en plus, le gros avantage que Mitsu a, c'est que il joue dans tout. Et en plus de ça, les artworks sont vraiment sympas. Comment le deck il est designé aussi, c'est très très cool. C'est pas excellent, mais c'est loin d'être mauvais non plus. Le seul problème qui est inhérent au deck, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est un poil meilleur sur le papier, sur le peu de cartes qu'il peut avoir, c'est que bah, tu joues des rituels, donc à un moment donné, ta mécanique principale d'invocation, elle est problématique, donc tu es obligé d'avoir des cartes qui sont un peu plus fortes. Et la première fois que tu l'y as mis, ça fait quand même ouf, tu vois. Mmh. Ah, mais ils ont tous des effets de zinzin, quoi. L'autre, ce qui est bien, c'est que du coup, pour les rendre vraiment forts, ils leur ont retiré le petit once per turn. Voilà, il y en a un, c'est once par chaîne. Voilà, ils sont gentils. Parce qu'ils peuvent, tu vois. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que, tu vois, le deck, il peut jouer aussi dans des end-traps qui sont considérées comme impactantes dans le format, puisque littéralement, Shifter, bon, ça lui nique son grind, mais il s'en fout, il peut établir son board sous Shifter. Et ça, je trouve que c'est un truc de zinzin, tu vois.
Ouais, mais en même temps, c'est bien que des cartes, enfin que des decks aient des contres. Si jamais tu Mm. avais, enfin, si jamais c'est juste déroule ton combo et gagne, ce serait pas marrant. Je veux dire, même le deck Chimera le premier, s'il prenait pas de rôle, ce serait n'importe quoi le deck. Tu peux faire des T0, ils ont aucun sens. Bah, tu peux tuer des Donc gens, tes c'est zéros, bien de quoi. t'avoir des réponses. Ah oui, oui, totalement. Parce Donc, que nous, tu vois, on a monsieur Ginner, quand il s'est amusé à toucher un peu Chimera, l'objectif c'était vraiment d'abattre l'ennemi avant qu'il puisse piocher sa sixième carte, quoi. ça de toute façon, dès que Léo il touche un deck, son but c'est de buter l'adversaire avant qu'il puisse jouer. Le jour où on a une méta board breaker, j'annonce, personne peut battre Léo. Bah, tu sais que l'année dernière au CDE, il était là, il fait non mais c'est tous des enculés, ils jouent tous des board breakers, moi je vais prendre Jubel, je vais jouer leur race et ils vont tous aller se faire foutre. Ouais. Et c'est exceptionnel, non vraiment, vraiment il est très fort. Le jour où il y a une méta FTK de toute façon, ça part en couille. Vraiment Ah ça oui. part en Ah couille. non, c'est C'est Léo. donc ouais. Mais c'est bien qu'il y ait des réponses quand même à Mitsu. Maintenant, ce serait bien ouais, que le deck puisse exister quand même. Mais c'est ça, c'est le truc, c'est de doser parce qu'ils ont quand même une magie rituelle qui est incroyable. Mm. Attribute depuis le deck, c'est une première. Donc et c'est bien parce que ça permet de rendre c'est effectivement une des grosses faiblesses des rituels, hein. Heu, si pour faire le parallèle avec les fusions, si Tyr c'était aussi fort, c'est parce que ça a pas besoin de magie, hein. Mm. Donc tu pallies à la plus grande faiblesse ou à la plus grande difficulté de ta mécanique de jeu. Donc et j'espère qu'on va avoir du support, mais pas les rendre broken, hein, trop broken. Bah, déjà, un truc qui est très smart de la part de Konami et que je trouve vraiment très cool, c'est que le deck, euh, il bénéficie pas de cartes broken que tu as au type reptile, à savoir la Snake Rain. Enfin, Oui, il- la carte est inutile dans le deck. Et je trouve ça très très bien en termes de design qu'ils aient enlevé ce problème de l'équation. Parce que c'était aussi, je pense, le problème avec Reptile, c'est que tu te retrouves très très vite bloqué par des cartes très très connes qui existent euh, pour rendre l'attribut, enfin le type Reptile viable. T'as imprimé des trucs à la con et là ils sont totalement passés outre. Ils ont dit bah écoute, on fait un truc qui n'a pas besoin de cette carte et on rend la chose faire. Et je trouve que en termes de design, ils ont très très bien réussi leur oui, taf. oui, non, c'est vrai qu'ils aient pensé parce que c'est vrai que tu le découvres des fois un petit peu sur le tard, comme tu as des anciens types, des anciennes cartes qui avaient des cartes un peu broken, mais qui pour l'époque étaient random. Bah, je vais reprendre mon deck Flamebell, Rekindling, soit c'est une Monster Reborn sur 5, quoi, c'est sous le charge amélioré. Mm. Si tu prends pas de dégâts, t'as ta Battle Phase, la carte est incroyable, c'est juste que les decks qui en bénéficiaient n'étaient pas forts, qui rendaient la carte moins broken. Donc d'avoir tenu compte du fait que effectivement cette carte existait et de ne pas l'avoir intégrée à la mécanique du deck, c'est très, très bien. Et s'ils continuent à faire comme ça, chapeau Konami. Je vais te poser une dernière question vis-à-vis de ce CDF. Euh, alors, c'est maintenant, on va la couper en deux. Est-ce que pour toi, il y a des gens qui sortent vraiment du lot pour accéder à ce titre de CDF cette année? Heu, Bah, comme chaque année, quand tu as des gens qui sont archi réguliers, forcément, tu as envie de les donner gagnants. Mm. Après, tu as des gens dont tu espères, t'aimerais les voir gagner. Heu, Franchement, je pense et j'aimerais beaucoup que Loan le gagne parce que ça lui ferait 2 nationales, enfin 2 nationaux et heu et enfin voilà, c'est un excellent joueur, même quand il joue pas, il est excellent, c'est ça qui est trop fort avec Lolo. Maintenant, si on devait se baser plus sur la régularité, bah, Amouche fait des résultats de fou, une régularité de fou. Heu, Depuis le temps qu'il joue, franchement, il le mériterait. Gab est pas passé loin du titre l'année dernière. Il mériterait sa petite revanche. En plus, une finale Gab-Tristan, ce serait trop drôle. Et puis, j'avoue, la petite surprise de cette année,
mais un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'affection et que je trouve génial, c'est le Noël. 3 YCS, 3 top. Franchement, il lui manque que le Nats. Tu vois, alors je suis d'accord, Noël, enfin joueur de zinzin, surtout pour le côtoyer au quotidien aujourd'hui. Euh, mais il y a un nom, je pense, qui pourrait être cité aussi, et c'est un de tes teammates. Mais moi, je pense que si Monsieur Huard arrive à se hisser dans les hautes sphères de ce CDF, ça peut être aussi un storytelling qui peut être exceptionnel. Tu vois. Alors, ce serait fantastique, mais je vois pas Huart ne pas craquer dans le top. Un moment où il va briller, mais oui. En plus, le pire, c'est que je le verrais bien faire comme à Bologne, une top 60 genre 64e, vraiment, sauvé par le gong, sauvé par, ensuite grimper le top et à un moment, je le vois trop briller, il va péter son câble. Non, vraiment, ça serait exceptionnel Mais de ce serait voir. génial. Puis en plus, là, il est bien lancé pour participer aux playoffs. Ça pourrait continuer sa Ouais, course je lui souhaite. Je et lui souhaite, j'espère vraiment qu'il va les atteindre. bah, en plus, ça fait longtemps qu'il joue au jeu. Et ça pourrait, ça pourrait vraiment être cool dans sa carrière de joueur de pouvoir se dire ok, je les ai atteints au moins une fois. Maintenant, je peux jouer en paix, tu vois. Et ça serait très très cool pour lui. Mmh. Non, ce Euh, sera formidable. J'avais une dernière question auquel je pense avoir déjà une réponse, mais je me dois de la poser maintenant que tu fais partie d'une équipe. Est-ce que tu vois une équipe gagner le CDF plus qu'une autre? Oula! On va faire le chauvin, on va dire, la OG Snow, forcément. C'était la réponse que j'attendais. Et puis, bon, comme on est sur la RS, allez, je veux bien vous laisser la deuxième place, mais parce que je suis fan. Ah putain, je rêve d'une finale Stefanini UR au CDF. Oh mon Dieu. Non, on n'est Tous pas prêt pour ça. Je pense qu'on n'est pas prêt pour le stream de ça, c'est pas possible. castés par Vince. Moi vraiment, là je. Ça serait exceptionnel. Oh la vache, Ça faudrait des censures. Oh, putain. Le duel de fou. Et Vince il sera là. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et il va commencer son stream, mais qu'est-ce que c'est que ces zinzins au final du CDF? Ah putain, comme quoi il y en a vraiment qui ont des Golden Run. Hein. Oh putain. Non, bah écoute, merci. Merci à toi pour ces 2 heures, parce que mine de rien, ça fait 2 heures qu'on part. Donc je les ai pas vus passer très très personnellement. Bah, moi non plus, c'était un vrai plaisir. Ça fait, ça fait chaud au cœur. Alors, on a une tradition au niveau de l'émission, puisque bah, là, on est sur les dernières minutes de ce millénium. Euh, Habituellement, je laisse la chaîne à l'invité pendant 1 minute, où tu as absolument le droit de remercier qui tu veux, de faire la pub de qui tu veux. T'as 1 minute pour toi. Alors, si tu dépasses, c'est comme ça. Si tu dépasses pas, c'est pas grave. Mais voilà, je te laisse ta minute, elle est à toi. C'est toi, le chat et ce que tu as envie de dire. Juste évite de me faire ban. Bon, C'est le seul prérequis, mais pas dommage. je me fais pas trop de bile là-dessus. Eh ben écoute, je te laisse le stream, il est pour toi, tu as ta minute. Et beh, déjà merci, merci à toi pour l'invitation. Merci, de faire ce stream et de faire, ce que tu fais, qui est une publicité pour le jeu. Comme je disais, avec les streamers du jeu, vous faites énormément pour le jeu, vous lui donnez une publicité, une image, qui participe, à son développement et c'est génial. Hem, si Enfin, si je devais donner des remerciements, à tous les joueurs et tous les gens que j'ai connus dans ce jeu, mais 1 minute ne suffirait absolument pas. Donc, on va essayer d'essentialiser. Un gros merci à tous les membres de la OG Snow. Heu, on remercie toutes les teams françaises, à Radla, Ares, la BCP, les Royalties, tous les copains, ça fait grand plaisir. Un grand merci à Vince en train de ronfler sur le canapé. Et puis, si vous avez besoin de cartes en US, n'hésitez pas, prenez contact avec Jamal.
il se fera un plaisir de swap aux cartes ou de prendre des commandes. Voilà, je lui fais sa petite pub. Bah écoute, ça fait un sacré morceau, mine de rien. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le Facebook de la OG Snow, donc n'hésitez pas à aller leur mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. En plus, ils sont actifs sur Facebook, euh, le, réseau, euh, le réseau des anciens, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Merci à toi, Walid, de ces instants, de ce partage d'expérience, de ce partage des 15 dernières années de ta vie sur ta passion. Avec plaisir. Euh, je suis honnêtement très touché que tu aies accepté l'invitation, que tu aies été aussi ouvert dans cette conversation. Et merci vraiment du fond du cœur d'avoir pris ces quelques instants. Merci au chat d'avoir été là parce que bon, vous êtes toujours fantastique à poser des questions de fou furieux et à interagir avec nous. Et alors je suis désolé, dans ce format, je lis pas trop le chat enfin, je prends pas vos questions, je les remets pas en parallèle parce que je prends vraiment le temps de parler avec l'invité. Mais voilà, si vous avez loupé des parties de l'émission, ça sera disponible sur YouTube, bien évidemment, sur la chaîne de la RS. Ça sera aussi disponible dès ce soir sur Spotify. Donc n'hésitez pas à l'écouter en format podcast. Je vous remercie tous de ces instants qu'on aura passés ensemble. Et je vous dis à une prochaine. Merci à tous.